Il y a Parole d'honneur qui a sorti une vidéo sur l'impérialisme sexuel, les blancs, la sexualité et nous. J'ai vu que ça avait fait un petit peu réagir sur Twitter. Et ça poursuit un petit peu le débat qui avait été initié autour notamment de la Pride des banlieues, quand on l'avait invité sur ma chaîne pour le gros cerveau, autour de la Pride des banlieues, la question de la sexualité, les questions LGBT en banlieue, pour les indigènes, les personnes racisées, vous appelez ça comme vous voulez, en fonction de qui vous préférez dans le débat. Moi, un truc qui me frustre dans tous ces débats-là avec PDH, ils ont la théorie, mais parfois il y a un truc qui les bloque à arriver à la conclusion de leur propre théorie. Parfois, t'as un peu un truc de on est un peu coincé du cul, quoi. Mais du coup, voilà, donc allons voir parce que voilà, ça m'intéresse. Mission Là, civilisatrice. c'est pas le cas, j'ai l'impression. Bah, peut-être, justement, je suis assez curieux du coup, est-ce que cette fois-ci, ils iront jusqu'au bout? Impérialisme sexuel. International gay. Si vous suivez les productions d'Ouria Boutelja et du média Parole d'honneur, vous avez peut-être déjà entendu ces expressions. Et Ou c'est si vous les suivez pas et que vous êtes sur Twitter régulièrement. vous savez aussi probablement que les analyses de la politisation des sexualités non blanches peut susciter de l'incompréhension. Il y a sur ces sujets de l'instrumentalisation malveillante. Oui, arrête tous les trucs. En fait, c'est ça, c'est que globalement, je comprends aussi qu'ils soient traumatisés du cul si dès qu'ils parlent de cul, ils se prennent de François de Souche à rue 89 en passant par Street Press et le JDD, quoi. Et riposte laïque, quoi. Oh, ouais. Les indigènes de la République et l'impérialisme gay suite. Ça, c'était à l'époque des indigènes. En plus, c'est vraiment, t'as eu un procès qui leur arrivait en mode oui, il parle d'impérialisme gay, c'est homophobe, etc. T'es en mode mais des penseurs gays parlent d'impérialisme gay, Gianfranco Ribuccini, tout ça, genre, je sais plus. Oui, c'est un truc qui existe. Non, mais ça, c'est aussi parce que pendant très longtemps, la question des sexualités LGBT était politisée sous un angle extrêmement libéral. Et dès que tu opposais une critique à ce progressisme libéral, tu te faisais tomber dessus. Parce qu'en fait, t'étais taxé d'homophobe, etc., quoi. Et en plus, c'était vraiment la période post ou pendant, je sais plus l'article de rue 89 où elle était. Mais ça, c'est sur mariage pour tous, c'est ça. Et donc, t'avais vraiment le truc mariage pour... Ouais, c'est ça, c'est l'époque ce soir ou jamais, c'était mariage pour tous, etc. T'avais aussi une espèce de souffle de fantasme progressiste de si on gagne le mariage gay, on aura gagné sur l'entièreté des curés et des méchants de droite qui nous aiment pas, etc. Et aussi, c'était, rappelle que le mariage gay, c'était le moment où Caroline Fourest a regagné ses lettres de noblesse. Rappelle que Caroline Fourest, dans le milieu LGBT, plus personne n'y parlait, hein. Genre, ça faisait longtemps que c'était en mode, bon, qui es-tu tu ne sers à rien, genre tu n'es pas très active, tu n'es pas très pertinente, voilà. Et en fait, Caroline Fourest s'est refaite une santé sur le dos du mariage pour tous, parce qu'elle a été invitée ici et là pour le défendre, notamment, particulièrement son passage chez Ruquier qui a été assez frappant à l'époque. Mais de base, Caroline Fourest, elle était grillée dans le milieu queer. Mais elle s'est refait une virginité sur le fait de renvoyer dos à dos, du coup, les critiques des coloniales, qui à l'époque, de toute façon, étaient totalement inaudibles, parce que déjà, parler des gays, c'était compliqué, avec les critiques d'extrême droite. Et bah, résultat, voilà, c'était le fameux les antiracistes sont les vrais racistes, c'était vraiment la championne de ça, quoi. Elle est représentante dans les milieux queer, pas juste. Ah non, mais justement, elle n'est pas présente dans les milieux LGBT, hein. Caroline Fourest, elle n'a jamais refoutu les pieds dans les milieux LGBT depuis le début des années 2000, parce que globalement, tout le monde était en mode chelou, enfin, casse-toi, tu vois. Mais du coup, elle s'est refaite une santé dans les milieux hors, donc dans le printemps républicain, etc. Oui. Mais Bon, aussi des interrogations de bonne foi, évidemment. Ok, d'accord, bon, ok. Je suis content quand même que le truc de Sandra Lucbert ait été dans les trucs de bonne foi. Ouvrir Boutelja, l'homosexualité universelle, le nouvel Obs, oui, je crois que c'était un truc. Et le net et le flou, l'autre Ouvrir Boutelja. Moi, j'ai bien aimé le truc de Lucbert. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un passage qui est un peu en mode regarde-toi avant d'écrire ça. Mais j'aimais bien un petit peu comment elle reprenait, elle refilait la métaphore du net et du flou, etc. Enfin, c'était une critique intéressante, je trouve. Le but de cette vidéo est d'expliquer nos positions pour que chacun puisse se faire une Après, idée. le truc où j'ai pas compris, la vie de PDH et le rap. Les boomers. Nous allons voir que les analyses décoloniales d'Ouria Boutelja sur l'impérialisme sexuel ne sont pas une sorte d'anomalie, elles sont sur la même ligne que celle d'un de ses amis, l'intellectuel palestinien Joseph Massad, qui a lui-même utilisé les idées Bien de sûr. Michel Foucault. Elles rejoignent les constats faits par plusieurs anthropologues spécialistes de l'homosexualité en Afrique, comme Christophe Broca, Patrick Awondo et Gianfranco Ribuccini. Les bases de sa réflexion sur ce sujet ont été posées il y a plus de 10 ans, à l'occasion d'une polémique née de la parution d'un livre. Les éditions La Fabrique publient en octobre 2012 Les féministes blanches et l'Empire. Ah ouais, ça c'est... Ça vient d'être remonté jusque-là, parce que rappel, à l'ancienne, le pavé dans la mare que c'était, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, ah, les féministes blanches et l'Empire, ouais, on va critiquer le féminisme blanc, gna gna gna, etc. À l'époque... Qu'est-ce qu'ils se sont fait chier dessus? Mais c'était vraiment, genre, c'était en mode crime de lèse-majesté. Genre vraiment, Félix et Stella, ils ont été
cancel de chez cancel, en mode vous êtes anti-féministe, comment osez-vous dire ça? Comment ça? Ils ont dit. Rappelle qu'à l'époque, t'avais pas le droit de dire blanc. T'avais pas le droit de dire blanc. Alors féministe blanche, c'était en mode vous êtes anti- Bref. Non, c'était. On revient de loin quand même. C'est pour ça que je suis content des débats actuels, même quand ils sont de mauvaise foi, parce que je sais que quand même, ils ont beau dire, hein, tous les petits cons sur Twitter, en mode gna gna gna, machin truc, homophobie soft, etc., ils ont beau dire, c'est les enfants de ce bouquin. C'est les enfants de tout ce qui a été élaboré depuis par les personnes qu'ils auraient cancel à l'époque, tu vois. Donc, il y a quand même du mieux, quoi. Bon, même au niveau de PDH, hein, je sais que PDH se considère encore cancel, mais en vrai, PDH a quand même imprimé sa marque aussi dans le champ politique de gauche, hein, on va pas se mentir. Pas le droit de dire blanc dans quel sens? Bah, à l'époque, dans les années 2010, mais c'était même ce qui a mené un peu à la création du printemps républicain, etc., mais le mot blanc, c'était presque, on parlait pas de racisme anti-blanc, mais c'était vraiment un truc de les antiracistes qui disent blanc, vous êtes en fait un peu raciste parce que vous essentialisez les gens, parce que le racisme c'est contre le fait d'essentialiser les gens à leur couleur de peau, et vous vous dites les blancs, et du coup vous essentialisez les gens à leur couleur de peau, donc en fait vous êtes communautariste et vous n'êtes pas vraiment antiraciste parce que nous sommes universalistes. En fait c'est le truc habituel c'est les tenants de la norme qui définissent la marge, c'est-à-dire que c'est les psychiatres qui ont inventé le concept d'homosexualité, de transsexualité, de machin, etc. C'est toujours des dominants qui vont nommer les minorités, et les minorités en retour, lorsqu'elles prétendent au droit de nommer, c'est-à-dire qu'elles disent ok, on est noir, on n'est pas du tout noir, notre couleur de peau c'est pas noir, c'est plus sombre, on est plutôt, je sais pas, on est une teinte de marron, de la mélanine, voilà, bonjour, etc. Mais t'es noir, t'es catégorisé comme noir, quel que soit, même aux États-Unis par exemple, quelle que soit ta teinte, etc. Même s'il y a du colorisme aussi, bref, vous avez capté. Et du coup, à partir du moment où du coup les noirs commencent à dire très bien, si je suis noir, toi t'es blanc. Comment ça? Mais parce qu'en fait, ce qui est honteux, c'est pas de dire que t'es blanc. Ce qui est honteux, c'est que le dominé prétende au droit à la parole. Mais pareil pour lorsque tu dis les hétérosexuels. Genre pendant un moment, quand les militants gays ont commencé systématiquement, parce qu'en fait c'était les homosexuels, les homophiles, etc. et les personnes normales, les personnes saines d'esprit, etc. Et du coup, quand on disait les hétérosexuels, les hétéros, ils étaient en mode non, comment ça, hétérosexuel? C'est quoi ce mot, Berk, etc. Ce mot médical étrange, et que voilà, non, je suis normal, je ne suis pas hétérosexuel, je suis normal. C'est exactement comme les terres qui n'aiment pas le terme de cis. En mode je suis trans, toi t'es cis, tu vois, genre c'est juste un mot, quoi. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la capacité des dominés à pouvoir nommer les choses, parce que nommer les choses, c'est normalement l'apanage du dominant. Le dominant n'aime pas qu'on les... Mais bien sûr, mais c'est comme les gens qui aiment pas qu'on dise bourgeois. Osez dire bourgeois à la télé. Ça, c'est... Je crois que Nicolas Framont, c'est quelque chose. Hein. De Félix Boggio et Wangé et Stella Belkacem. Le livre étudie les penchants coloniaux et civilisateurs d'une partie du féminisme du 19e siècle à nos jours. Mais il comporte également un chapitre intitulé Solidarité internationale et hégémonie occidentale, qui étudie la façon dont les luttes LGBT sont instrumentalisées à des fins racistes. Au niveau national, c'est la mise en avant des figures du jeune de banlieue et du musulman intégriste qui sont analysées. Au niveau international, ce chapitre présente les théories de Joseph Massad, dont on a déjà parlé, sur l'international gay, ce qu'il appelle l'international gay, et leur application avec l'affaire du Queen Boat. C'est donc la première introduction des idées de Joseph Massad en France. Son livre, Desiring Arabs, publié en 2008, est une référence incontournable pour l'approche décoloniale de la sexualité. Franchement, chopez le PDF, lisez-le, etc. C'est vraiment... une des bases de base, hein, Joseph Massad là-dessus, Desiring Arabs, etc. Mais il n'a jamais été traduit en français. Et en fait, c'est aussi beaucoup ça, en fait, ce qu'elle dit, c'est que la vérité, beaucoup de ces théories-là, parce que même, si tu compares la France et les États-Unis, t'as une production intellectuelle qui est quand même assez, bon, même si, encore une fois, hein, ça reste compliqué de dire l'impérialisme gay, etc., mais t'as quand même une production intellectuelle qui vient des États-Unis. Je pense notamment au concept de fémonationalisme, c'est européen, pardon, de Sarah Faris, même si ça a été publié en anglais, du coup, ça se retrouve, en fait, dans la sphère, c'est beaucoup lu aux États-Unis. Mais Sarah Faris, elle est italienne et elle écrit depuis la Grande-Bretagne. Mais je pense à Jasbir Puar avec Queer Politics After 9/11, politique queer après le 11 septembre, donc qui a posé la base de l'homonationalisme. Le concept d'homonationalisme et de fémonationalisme ont été beaucoup élaborés dans un univers anglophone, même si ça a été fait par des personnes qui n'étaient pas forcément de pays anglophones. Mais c'est vrai qu'en France, tu as aussi cette espèce de blocage-là qui est fait par le gatekeeping universitaire, hein, parce que l'université joue un immense rôle de
de gatekeeping des théories radicales et des théories un petit peu plus contestataires, etc., où beaucoup de ce genre de théorie radicale qui va émerger, qui va apparaître en anglais, etc., ça va pas être traduit. Et en fait, beaucoup de ces trucs-là ne sont juste pas traduits en français. Je dis pas que si c'était traduit en français, personne ne viendrait nous chercher quand on parle d'impérialisme gay ou quoi que ce soit, etc., hein, pas du tout. Mais ça renforce encore plus l'impression que lorsque, en l'occurrence, Stella et Félix parlent d'impérialisme gay, etc., ça renforce encore plus l'impression que c'est quelque chose de marginal qui sort de leur chapeau et qui n'a pas le droit de citer, en fait, parce que ce n'est pas validé par quelconque truc. Voilà. Joseph Massad poursuit dans cet ouvrage le travail de son maître à penser, Édouard Saïd, pour qui l'impérialisme est une exportation d'identité. Comme lui, il étudie l'Orient comme une construction occidentale, mais en montrant que la sexualité joue un rôle clé dans ce processus. Il affirme que si l'Occident prémoderne attaquait le caractère prétendument licencieux du monde musulman, l'Occident moderne s'en prend à sa répression supposée des libertés sexuelles. Donc ça, c'est le truc mais parce que ça, c'est un truc que j'ai... C'était marrant parce que je le voyais, j'avais pris un cours d'histoire de l'Empire ottoman à Sciences Po, et t'avais vraiment un truc de quand les Occidentaux, enfin quand les Ouest européens écrivaient et décrivaient le monde ottoman, c'était... ils avaient la main dans le calbar, quoi. T'avais vraiment tout un truc, t'as une construction finalement de l'Orient comme très sexualisé, très lascif, mais en fait qui était finalement à l'image de la dépravation finalement de l'Orient. Hein. L'Orient était sexualisé car dépravé, sexualisé car à conquérir. Et à partir du moment où l'Orient n'était plus à conquérir, il est devenu à mater. On l'a vu par exemple avec les dévoilements publics pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, beaucoup des politiques sexuelles qui se sont dessinées en fait au fur et à mesure que la résistance algérienne prenait du pouvoir en fait, à la fois dans la société algérienne, mais aussi parfois dans les sociétés internationales. Et en fait, progressivement, l'arabe est devenu non plus une figure efféminée, sexualisée, et finalement, l'arabe ne portait plus chevillé au corps l'infériorité morale au sens de la passivité et de la sexualité, etc., mais devenait un concurrent sexuel et donc inférieur moralement, car entre-temps, l'Occident devenait progressiste, etc. Et ça, c'est un truc très intéressant. Donc, rien à voir avec les Arabes, mais aux États-Unis, fun fact, ça, je l'avais lu dans un bouquin d'histoire un peu anecdote, mais assez sympa à lire, sur les luttes gays aux États-Unis. À l'époque, dans les années 50-60, il y avait ce qu'on appelle la Mattachine Society, qui était en gros un groupe homophile. Donc, c'est en gros, voilà, les homophiles, on n'est pas homosexuels, on est homophiles. C'est un peu les bourgeois globalement, mais c'était aussi un petit peu les seuls à se mobiliser, enfin pas les seuls, mais en tout cas c'était un groupe militant qui militait en fait pour l'intégration des homosexuels dans la vie civile, notamment comme professeurs, notamment comme fonctionnaires, etc. Oui, c'est le Arcadie états-unien, exactement, c'est ça, la Mattachine Society, c'est Arcadie version états-unienne. Et du coup, donc la Mattachine Society, un de ses arguments à l'époque, c'était l'époque où il y avait eu des articles de presse qui révélaient les camps de travail pour les homosexuels à Cuba. C'est vrai que dans les premières années du règne de Castro à Cuba, il y a eu une répression de l'homosexualité au sens de la revirilisation de la nation cubaine, de la mise au travail, etc. Et les homosexuels étaient envoyés au champ, en fait, dans des camps de redressement par le travail, etc. Et donc, cette histoire de la répression cubaine, il y a un article qui est sorti dans la presse, et la Mattachine Society a utilisé cet article-là et cette news-là pour faire pression et faire du lobbying auprès du gouvernement états-unien. Alors, je ne sais plus si c'était un gouvernement d'État ou si c'est le gouvernement fédéral, mais auprès du gouvernement pour dire « Regardez, vous ne voudriez pas être comme ces communistes ». Et en fait, la Mattachine Society a utilisé l'argument de l'infériorité communiste et cubaine pour justifier que nous ne sommes pas comme ces sauvages, donc vous devez nous traiter un petit peu mieux que comme ils sont traités à Cuba. Je vous dis ça parce que donc rien à voir avec les Arabes, là en l'occurrence c'est les Cubains, mais ça vous donne un peu une idée de aussi comment les militants occidentaux ont parfois utilisé le Sud, en règle générale, le Sud global, pour faire avancer leurs propres droits. Ils vont travailler de lobbyistes en gros, non, c'est ça. Tu utilises les arguments qui marchent et du coup, tu te reposes et tu fais fructifier en fait l'impérialisme localement, quoi. Aujourd'hui, le Nord global légitime sa supériorité civilisationnelle en faisant de sa démocratie sexuelle une preuve irréfutable de son caractère moderne, progressiste et laïque. Et ça, c'est une façon d'intégrer les luttes progressistes, c'est-à-dire que les luttes progressistes posent problème en Occident au début,
Et ensuite, progressivement, l'Occident perd face aux luttes progressistes. Les militants commencent à gagner du terrain et à convaincre, etc. Et du coup, en retour, pour mieux neutraliser, mais c'est comme l'intégration des critiques du capitalisme par le capitalisme, mais du coup, pour mieux neutraliser un foyer contestataire, le meilleur moyen, c'est d'intégrer la critique et d'en faire une justification de supériorité, etc. Et de dire, bah non, c'est nous, on est super, l'Occident, c'est génial, etc. Non, comment ça, homophobie? Non, mais vous savez, on s'est vraiment battu, contrairement à ces sauvages là-bas, là, qui se battent pas, là. Par rapport à un Orient qui serait présenté comme arriéré, réactionnaire et obscurantiste. C'est ce soi-disant choc des civilisations qui sert à légitimer sa politique dans le monde arabe, des guerres impériales en Irak ou en Libye, jusqu'à la participation au génocide en Palestine. Et ça, c'est un truc dont je parlais un peu, pas sous l'angle gay, mais sous l'angle féministe, avec ma vidéo sur les femmes et la propagande de guerre. Il y a le documentaire aussi, Real Bad Arabs, les Arabes et Hollywood, qui parle aussi de ça, de la façon dont l'Orient est dépeint dans un but aussi de renforcer sa domination, etc. Ce que Joseph Massad appelle l'international gay et ses rapports avec le monde arabe est développé dans le 3e chapitre de son livre. Il analyse la façon dont certaines organisations occidentales de défense des droits LGBT se sont investies d'une mission civilisatrice consistant à vouloir libérer les hommes gays du sud global en ciblant notamment les pays arabes. Comme quand les sionistes parlent de LGBT à Gaza, c'était littéralement sur la miniature. C'est vraiment ça. C'est en mode on tue les Palestiniens pour libérer les homosexuels. T'es en mode non, non, pas du tout en fait. L'exemple d'Israël est très intéressant parce que les Israéliens, ils ont fait toute une propagande en mode ouais, de toute façon à Gaza ils sont homophobes, ils vont te jeter d'un toit, etc. Et tout. Quand ils ont vu que ça marchait pas et qu'il y avait des signes de solidarité, notamment la lettre de Queers for Palestine, que t'avais de plus en plus de personnes LGBT dans les mouvements pro-palestiniens, que t'avais de plus en plus un affichage de non, solidarité entre queer et palestiniens, etc. Et que même que cette solidarité était bien reçue, parce qu'on peut dire, ah oui, le Hamas quand même, ils aiment peut-être pas les gays, mais en fait que la société politique, pas forcément institutionnelle, mais la société politique, politisée, militante, qui fait les liens justement d'information avec l'Occident, etc. en Palestine, accueillait ça d'un très bon œil. Au contraire, ils étaient en mode, c'est super, la solidarité, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a vu un shift dans le discours de l'extrême droite où ils continuaient de dire, à Gaza, ils te jetteraient des toits d'un immeuble, mais c'était plus en mode tu devrais nous remercier, c'est en mode va à Gaza te faire tuer. Et en fait, c'est devenu progressivement à partir du moment où il y a eu un petit peu de résistance face à la propagande soi-disant pro-gay, pro-LGBT, les discours se sont très vite transformés en appel au meurtre, en fait. En réalité, je fantasme que tu te fasses tuer brutalement. Merci beaucoup. C'est pour ça ce que je disais sur la façon dont les résistances à l'LGBT ont été digérées par l'Occident, c'est qu'en fait, ce qui comptait, c'était de neutraliser la potentialité révolutionnaire, la potentialité subversive. Et qu'en fait, à partir du moment où la potentialité subversive revient, les LGBT perdent très très vite de leur superbe aux yeux de l'Occident. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit absolument partout, dans les régressions progressives en fait, et dans les chasses aux sorcières de plus en plus intenses envers les personnes trans, mais qui touchent en réalité toutes les personnes LGBT. C'est que à partir du moment où les personnes queer commencent de plus en plus à constituer un front de résistance, même simplement symbolique, on redevient aussi les cibles aussi facilement, quoi. Il précise que ce projet colonial s'est inspiré du féminisme blanc qui veut libérer les femmes du Sud, là aussi en ciblant prioritairement des pays arabes en Irak ou en Libye, comme l'Afghanistan ou l'Iran. On peut donc se demander pourquoi parler de colonialisme? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir agir pour les droits des personnes du Sud global qui ont des pratiques homo-érotiques? Le problème avec la volonté de libérer entre guillemets les LGBT entre guillemets du monde entier, c'est qu'elle suppose forcément en premier lieu qu'il y a des LGBT dans le monde entier. C'est le cœur du problème. LGBT veut dire lesbienne, gay, bisexuelle et trans. Ces identités ne sont pas universelles. Elles sont nées en Occident, dans les années 60, et ce n'est pas un hasard. C'est parce que leurs conditions historiques et matérielles d'apparition étaient remplies. L'historien marxiste John DeMilio a décrit l'apparition des identités gays et lesbiennes aux États-Unis dans les années 60 suite aux mutations du capitalisme d'après-guerre. Là, pour l'instant, oui, les identités LGBT sont apparues, le mot a été posé, le diagnostic médical aussi de base a été posé. Enfin, comment dire? Déjà, l'identité LGBT, elle a été développée en résistance justement à la captation psychiatrique et médicale de la déviance sexuelle, justement. Oui, pour l'instant, c'est de la vulgarisation. Hein. Il y a une différence entre désir homoérotique et identité LGBT. Le désir homoérotique, c'est le fait, c'est le comportement, c'est le désir, etc. C'est quelque chose de neutre, on va dire. Et l'identité LGBT, c'est la mise en discours de ce désir homoérotique.
politique, au travers de normes, au travers de culture, au travers de clichés, au travers de simplement le fait d'endosser, de donner un nom à cette attirance-là, c'est déjà pas neutre, c'est déjà une mise en discours de ça. Après, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de mise en discours des identités sexuelles dissidentes, ou qu'on considérait dissidentes en Occident, sans pour autant les considérer dissidentes dans les sociétés précoloniales, etc. Il y avait une mise en discours qui même n'était pas forcément en phase avec les personnes, etc. Tu n'as pas toujours dit genre les sodomites, ce genre de truc. Bah pas forcément, parce que sodomite, ça a voulu désigner aussi les pratiques sexuelles déviantes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu pouvais très bien être sodomite tout en ayant des relations hétérosexuelles, mais simplement d'avoir des pratiques sexuelles qui étaient réprouvées par la morale. Tu étais donc sodomite sans pour autant être homosexuel. Donc c'est comment dire, le terme de sodomite notamment qu'on hérite des textes bibliques, de la tradition antique, etc. C'est tout ce qui correspond au crime sexuel qu'on projette sur Sodome. Mais en fait, il y a des vrais débats théologiques sur c'était quoi le crime de Sodome exactement. Et en fait, le crime de Sodome, c'est davantage le viol que l'homosexualité, puisqu'il y a d'autres passages dans la Bible où il y a de l'homosexualité par exemple. Mais le fait que le terme sodomite ait été utilisé, ça veut dire qu'il y a une stigmatisation et donc une délimitation des pratiques sexuelles normales et des pratiques sexuelles déviants. Encore en anglais, sodomie, c'est tout ce qui est pas dans les clous, je crois. Ouais, c'est ça. En anglais, c'est encore plus transparent. En France, on a beaucoup plus associé ça à l'acte de pénétration anale, mais aux États-Unis, en effet, sodomie, c'est beaucoup plus large. Les gays et les lesbiennes n'ont pas toujours existé. Ils sont le produit de l'histoire et sont apparus à une époque historique spécifique. Cette idée que nos identités sexuelles ne sont pas naturelles, mais qu'elles ont bien une histoire, n'a pas commencé avec John D'Emilio. Elle vient d'un philosophe français que vous connaissez tous, Michel Foucault. Il démontre effectivement dans le premier tome de son Histoire de la sexualité, publié en 1976, que la sexualité est une construction sociale, comme la race. Actually, Guy Game avait déjà pré-shot Foucault avant, dans Le désir homosexuel. Mais en effet, c'est vraiment Foucault qui l'a popularisé, qui a vraiment posé le truc en mode voilà, c'est bon, maintenant la pensée, c'est ça. En poussant les choses jusqu'à la caricature, je dirais que la sexualité a été inventée. Là, quand on dit la sexualité a été inventée, c'est pas que quelqu'un a inventé le fait de baiser avec des gens, mais c'est que tous les discours autour de la sexualité véhiculent en eux des normes et donc des façons d'ordonner la société. Et donc en fait, quand on parle, ce que dit Foucault, hein, quand on parle de sexualité, on ne parle pas de l'acte sexuel de façon neutre, en mode est-ce que t'aimes pas, tu vois. Quand on parle de sexualité, on porte un discours sur l'organisation de la société. Et c'est pour ça que quand on dit les identités LGBT ont été inventées, elles sont distinctes du désir homosexuel, par exemple, on parle de comment la mise en discours crée un ordre du monde. Cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements. Bon, cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature ? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Voilà, c'est pour ça que la question de la sexualité, c'est que la sexualité a été constituée comme métaphore de la société. Je vous dis très très souvent que les politiques sexuelles de l'extrême droite mettent un trait d'union entre la famille et l'État au travers de la frontière. C'est-à-dire que la famille doit être tenue, ordonnée et hiérarchisée, puisque en fait, c'est un petit peu l'idée naturaliste de la famille est le plus petit dénominateur commun du corps national. Donc la famille est une cellule du corps biologique national, donc les frontières raciales, en fait, la famille est la garante des frontières raciales, et que si la famille commence à dégénérer, c'est-à-dire ne plus obéir à la même hiérarchie qu'elle doit prescrire à la société, dans ce cas, c'est l'entièreté du corps social qui va finir gangréné, qui va avoir le cancer, etc., etc. C'est-à-dire que si les familles déviantes se multiplient, ça s'appelle un cancer. Et donc en fait, c'est toute cette comparaison-là où lorsqu'on parle de sexualité, en réalité, on ne parle pas vraiment de sexualité, mais on parle d'organisation du monde social. Et après, si vous prenez les anciens peuples asiatiques et africains, c'est pareil, il y avait des codes de la sexualité aussi pour la sexualité. L'Amérique des Ours, je connais pas du tout l'histoire. Si, en Amérique aussi, il y avait ça. Mais bien sûr, en fait, c'est que la vérité, c'est que c'est aussi valable pour les sociétés précoloniales. C'est-à-dire que les discours sur la sexualité, c'est-à-dire que la façon de nommer, en Inde, les hijras, par exemple, la façon de nommer les troisièmes genres, etc., toutes les possibilités d'occuper, par exemple, un genre distinct ou alors une position sexuelle qu'on pourrait considérer comme homosexuelle aujourd'hui en Occident, etc. C'était aussi une façon d'ordonner le monde, mais d'ordonner le monde différemment. C'est-à-dire que tu avais des sociétés
sociétés dans lesquelles le fait d'endosser par exemple un rôle féminin alors que tu avais un corps mâle, qu'on pourrait appeler une forme de transidentité quand on le regarde avec des lunettes occidentales, c'était un rôle religieux par exemple. Notamment, je crois que les hijras c'est notamment ça. Donc en fait, c'est le cas pour tout, c'est pas que le cas pour l'Occident. Le discours sur la sexualité en Occident a trait à une certaine organisation hiérarchique et sociale, mais tout discours sur la sexualité a trait à l'organisation hiérarchique et sociale parce qu'il s'agit de contrôler comment on fait les bébés, qui fait des bébés. Il parle de dispositifs à propos de la sexualité pour indiquer que c'est une technologie de pouvoir qui accompagne la construction des États-nations au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Et les catégories homosexuelles et hétérosexuelles sont des produits de ce dispositif de sexualité. C'est à ce moment qu'est produit l'ordre hétéronormatif qui régit encore nos comportements aujourd'hui au XXIe siècle. Soyons donc clairs. Foucault sait bien que partout où il y a des humains sur la planète, il y a des relations entre personnes de même sexe. Je vais juste écouter Foucault, maintenant il m'a hypnotisé. Je crois qu'à l'époque, c'était le monteur des coloniales qui avait remasterisé ses cours au Collège de France pour faire une version clean, parce que alors, quand vous écoutez les cours de Foucault au Collège de France, le son est dégueulasse. Mais je crois qu'il y avait une version remasterisée qui avait été sortie un petit peu en cleanant l'audio, etc. Donc vous pouvez écouter en podcast, vous pouvez vous faire votre petit Foucault en faisant le ménage et tout. Par contre, il dit que ces mêmes relations peuvent prendre des formes très différentes, selon le contexte, selon l'époque. Pour faire une analogie, tous les êtres humains ont besoin de s'alimenter. Mais les formes que prennent ce besoin sont différentes selon les époques et les cultures. Les pratiques sont universelles, mais leurs expressions dépendent du contexte historique et géographique. Foucault met ce point en évidence en étudiant l'Antiquité gréco-romaine, où il est anachronique de parler d'hétérosexualité et d'homosexualité telle quelle. En effet, les Grecs et les Romains n'en avaient selon lui ni le concept, ni l'expérience. Une personne qui couchait avec une autre personne du même sexe ne s'éprouvait pas comme homosexuelle. Oui, c'est ça, c'est que dans la Grèce antique, tu avais plus un rapport de classe et de domination qui structurait le rapport à la sexualité. Donc tu avais par exemple le phénomène de la pédérastie, où c'était le dominant, c'était celui qui initiait le plus jeune, mais qui l'initiait en fait à son rôle d'homme, en fait, à son rôle de citoyen. Et en fait, cette initiation sociale prenait aussi la place d'une initiation sexuelle. Et en fait, ce qui était par contre déviant, c'était que le plus jeune encule le plus vieux, pour employer des termes un peu cavaliers. Parce que là, pour le coup, c'était un retournement de l'ordre social. C'est un retournement où celui qui est constitué comme dominé et comme n'étant pas en pleine maîtrise, n'étant pas entièrement un homme, ne pouvait pas prendre du coup à la lui les apanages du pouvoir. De la même façon, le cunilingus, c'était un no-go. Parce que c'était l'homme qui s'abaissait face à la femme, et alors que la femme était constituée comme inférieure à l'homme, etc., etc. Donc en fait, tu avais beaucoup de choses, pareil sur les esclaves, etc., etc. Donc en fait, tu avais la façon dont la sexualité était régie, encore une fois comme métaphore de la société, faisait que ce n'était pas la distinction hétérosexuelle-homosexuelle qui comptait, mais c'était la distinction pénétrant-pénétré, dominant-dominé, etc., etc. Et genre même, tu avais des graffitis, parce qu'ils faisaient beaucoup de graffitis, hein, genre c'était vraiment en mode Lucius Crus Octopus a sucé des bites dans les latrines, là, tu vois, genre, et vraiment des graffitis partout, etc. Et t'avais des graffitis qui étaient en mode oh là là, un tel a léché une femme, etc. C'est honteux, regardez, mais c'était vraiment l'équivalent de oh là là, un tel il a sucé une bite de façon homophobe qu'on verrait aujourd'hui, mais la version c'était oh là là, il a fait un cuni, la honte quoi. Je rappelle qu'un jour des philosophes ont interrompu le cours de Socrate en lui disant à peu près Salam Socrate, c'est des twinks sur la place du marché, viens croquer un peu. Il a répondu ok pour leur boule, mais qu'en est-il de leurs âmes? Et c'est bon. Ce ne sont donc pas les relations entre personnes du même sexe qui sont une invention occidentale, mais les identités hétérosexuelles et homosexuelles. Précisons que ce constat n'est pas un jugement. Que ces identités soient situées dans le temps et l'espace n'est ni bien ni mal, ce n'est pas la question. C'est juste un fait. Donc... En fait, même l'idée d'identité me gêne dans la vidéo. La notion même d'identité est dans la façon dont on la pense, n'est pas la même, par exemple, au Moyen-Âge qu'elle l'est aujourd'hui, parce qu'il y a la psychologie et la psychiatrie a constitué aussi l'identité comme une réalité psychologique et individuelle. Donc on a aussi un rapport à l'identité qui est d'une intériorisation de normes, mais individuelles, de laquelle on peut s'extraire, de laquelle on peut bouger, etc. Là où l'identité n'a pas toujours été conçue comme ça, et quand on parle d'identité, par exemple, je sais pas, au Moyen-Âge, bon, les médiévistes vont me taper sur les doigts peut-être parce que je maîtrise pas mon truc, mais quand on parle d'identité, on parle de ta place dans la société. Alors peut-être qu'aujourd'hui on parle aussi de ta place dans la société, sauf qu'en fait la place dans la société te considère aussi comme une émergence à un moment de l'individu qui n'a pas toujours été le cas, tu vois. Donc en fait l'idée de l'identité aussi elle-même, en fait, l'idée que tu appartiens à autre chose qu'à la société est aussi quelque chose de récent et moderne, quoi. Suite aux luttes de libération des années 60, on ne parle plus seulement d'homosexuels, mais d'identité LGBT. Les organisations internationales qui veulent libérer les minorités sexuelles du Sud, comme Outright ou l'ILGA, sont issues de ces trajectoires. Ce sont ces organisations, mais aussi les agences gouvernementales,
les poétiques de santé publique, l'industrie cinématographique et bien d'autres secteurs que Joseph Massad appelle l'international gay. Cette expression lui a valu des accusations de complotisme. Il ne parle pas évidemment d'organisations secrètes, mais d'un ensemble de militants, d'organisations et d'intellectuels qui ont un projet commun et public. Il y a une internationale gay comme il y a une internationale homophobe ou transphobe, que la gauche dénonce à raison par ailleurs. Oui, en fait, c'est que quand Joseph Massad dit l'international gay, il dit juste la structuration internationale des discours sur l'homosexualité, tu vois, genre c'est, voilà. L'international gay et les missionnaires évangéliques américains par exemple. Les premiers luttent pour les droits LGBT, les seconds pour imposer l'hétérosexualité et des lois homophobes. Notamment, j'avais fait un best-of là-dessus sur ma chaîne YouTube, sur notamment la question de l'Ouganda qui a été énormément investie par les évangéliques états-uniens, et notamment quand Museveni, c'est ça, c'était le président, avait voulu justement, et avait même réussi d'ailleurs à punir l'homosexualité à l'époque, c'était prison, c'était pas encore la mort. Mais il y avait eu des gens qui avaient protesté en mode homophobia is un-African. L'homophobie est non-africaine. Et donc, t'avais aussi des gens qui disaient non, c'est pas de chez nous, quoi. Le concept d'homophobie, c'est une importation étrangère, etc. Bon, t'avais aussi le truc où les États-Unis ont considéré, ils étaient en mode l'Occident est perdu, le lobby LGBT a gagné en Occident, donc l'Afrique est notre nouvel Eldorado pour imposer, si on arrive à convertir l'Afrique, comme l'Afrique, on a peur de leur bombe démographique, mais ça nous fait bien plaisir quand on peut fantasmer qu'ils imposent l'homophobie partout dans le monde. Du coup, l'Afrique est notre nouveau terrain à partir duquel on va battre en Occident le lobby LGBT. Et d'ailleurs, notamment, c'est pas pour rien que un des cardinaux préférés des racistes et des homophobes, c'était le cardinal Sarah, qui était donc le cardinal africain, qui était un des cardinals pressentis pour devenir le pape. Et le cardinal Sarah, j'avais le bouquin là où j'étais en train de le relire l'autre jour. Dans le bouquin de Bruno Perrault, Qui a peur de la théorie queer, il mentionne déjà le cardinal Sarah comme un des fers de lance de la lutte homophobe, etc. et un des avant-postes de la lutte contre l'homosexualité. Et c'est pas pour rien que tout Africain qu'il soit, tout noir qu'il soit, c'était le préféré de tous les racistes parce que c'était génial, il était suffisamment homophobe, il allait refaire le... Ouais, c'est ça, il est guinéen, c'est ça. Que ce soit la famille hétérosexuelle ou les identités LGBT, il s'agit, dans les deux cas, d'imposer des identités et donc d'impérialisme. Et parce que même l'idée d'une famille, même l'idée d'une structure familiale, la famille nucléaire, un papa, une maman, des enfants, 2 enfants, c'est aussi un truc qui a été créé historiquement par l'Occident. Il y avait un intérêt de contrôle notamment des populations ouvrières. Voilà quoi, il y a une mise au pas des populations pour imposer l'idée de famille, quoi. C'est-à-dire que dans d'autres sociétés, la famille est une notion beaucoup plus vaste, où les oncles, les tantes, etc. font partie de la famille, où il y a une gestion beaucoup plus communautaire, par exemple, de l'éducation des enfants, des trucs comme ça, etc. Même l'idée de genre au final, ouais, bien sûr. Joseph Massad dit que nous assistons à une exportation des guerres culturelles occidentales, les deux camps étant tout aussi racistes et colonialistes l'un que l'autre, et partagent une exportation impérialiste majeure, la dualisation hétéro-homo du monde. Il dit également que ce processus invisibilise les Arabes qui refusent la dualité hétéro-homo comme mode d'organisation de leur identité et qui rejettent plus encore de considérer leur désir sexuel comme l'expression de leur vérité la plus intime. Oui, par exemple, voilà, typiquement ce discours-là de l'identité comme l'expression de la vérité intime, etc., c'est un discours psychiatrique, psychanalytique, psychologique, vous mettez les psys ce que vous voulez, quoi. Mais c'est un discours qui revient à une certaine vision et une certaine individualisation du rapport à la psyché, parce que tu peux très bien penser la psyché comme collective. T'as des autres façons de penser la psychologie, mais en tout cas en Occident, elle a été pensée comme individuelle. Et donc là, typiquement, le fait de penser l'homosexualité comme une identité individuelle psychique et non pas une identité collective psychique. J'ai même tendance à dire que en individualisant l'identité, l'Occident a rendu impossible l'idée selon laquelle l'homosexualité puisse être universelle. Et c'est ça aussi le truc, c'est que le fait de délimiter les identités, c'est de garantir qu'elles ne vont pas déborder du cadre. Que même s'il y a des homos quelque part, ils vont pas contaminer les hétéros. C'est Didier Lestrade notamment qui en parle sur la façon dont la sexualité homo a énormément influencé la sexualité hétéro, et notamment ça se voit dans les pornos, les trucs, certaines pratiques qui avant ne se voyaient que dans le porno gay, qui ont contaminé entre guillemets le porno hétéro, et en fait que cette universalité des pratiques sexuelles a aussi changé les hétéros. Et que les hétéros, vous n'êtes pas les mêmes depuis que nous sommes stylés. On vous a rendu meilleurs. Remerciez-nous un petit peu les hétéros. Qui exige le régime occidental de la sexualité. Pour illustrer son propos, écoutons le témoignage d'un homme égyptien et le décalage qu'il a vécu en arrivant en France. En fait, c'est vraiment différent. La sexualité vue par les Arabes dans le monde arabe n'a rien à voir avec la sexualité en Europe. Et je veux dire, en fait, on pouvait cocher ensemble, c'est-à-dire, moi je croyais que j'allais cocher avec un de mes potes, mais sans penser qu'on est gay, enfin, que, bon, on bande sur les filles, bon, en faisant entre garçons le temps que de trouver des filles. Évidemment, ça fait, pour un Européen, c'est hyper bizarre, parce que quand je raconte ça à mes amis,
Ils me disent, mais en fait, c'est clair que vous êtes gay. On ne l'est pas. En fait, c'est stupide cette appellation gay et lesbienne, hétéro, bi. Ça, c'est vraiment européen. C'est complètement européen. C'est pour cadrer les gens. Et c'est ça qui n'existe pas dans le monde arabe. Si par exemple, 2 mecs qui couchent avec plein de filles, et pendant une période où il n'y a pas de filles, on se dit, écoute, je te prends, tu me prends tout à l'heure. Et c'est genre, on est hétéro, mec, il n'y a pas de souci. Tu vois? Des histoires des garçons, des mecs mariés avec des enfants qui adorent les femmes, qui baffent sur les femmes et qui n'arrêtent pas de coucher avec des garçons, je peux te raconter des milliards. La vision du mariage comme étant liée à l'amour, aussi c'est récent. L'idée de se mettre avec quelqu'un par désir amoureux, sexuel, etc., oui, ça a toujours existé, tu vois. Mais l'idée du mariage d'amour, ça reste quelque chose de récent. Et du coup, c'est logique que si le mariage d'amour n'est pas un concept, que si l'idée, ce n'est pas de passer l'entièreté de ta vie avec une personne que tu désires sexuellement, amoureusement, etc., bah, ça veut dire que le désir sexuel peut être décorrélé de l'organisation familiale. Après, je trouve que ça ne veut pas forcément dire que tout est beau et tout est rose. Je pense que quand tu veux exprimer une constance dans ton désir sexuel, ça commence à frotter. Ou alors, il y a des conditions en fait au sein de la société qui font que ça frotte. Tu peux être l'homosexuel du village, mais c'est dur d'être 2 homosexuels du village. Et tu sais, t'as un peu un truc où t'as quand même un stigmate, mais en fait, le stigmate, c'est le fait de ne pas fonder une famille, de ne pas jouer le jeu avec tout le monde, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stigmate. Ça ne veut pas dire homophobie parce qu'on est hors du concept. Mais simplement, le stigmate est déplacé sur un autre type de valeur. Joseph Massad illustre sa théorie avec l'analyse d'un cas emblématique, l'affaire du Queen Boat dont j'ai parlé en début de vidéo. Il s'agit de l'arrestation de 52 hommes en mai 2001 à bord d'une boîte de nuit flottante au Caire. Ils sont inculpés d'offense à la religion et de débauche. Lors de leur procès, leur stratégie de défense consiste à nier être gays et à affirmer que leurs aveux ont été arrachés sous la torture. Cette stratégie n'a pas empêché Act Up de publier un numéro de son magazine Action avec en couverture une phrase en arabe qui disait « Libérez nos maris ». Elle n'a pas non plus empêché un représentant de l'organisation de défense des droits LGBT Outright d'être présent lors du procès et de faire des déclarations à la presse égyptienne. Pour en finir, une campagne internationale a demandé la libération des inculpés et des membres du Congrès américain ont lancé quant à eux une pétition réclamant la suppression des aides à l'Égypte. Cette campagne a eu comme résultat la demande par les principaux journaux égyptiens et par une partie des islamistes conservateurs de durcir les lois utilisées pour criminaliser les relations sexuelles entre personnes de même genre. Malgré les bonnes intentions affichées, et sans tenir compte de l'avis des concernés qui ne se reconnaissent pas dans l'identité gay, ce soutien a mis les accusés en danger et a donné les arguments à la répression gouvernementale. Et ça, c'est un truc typique. Encore une fois, je donne l'exemple de l'Ouganda, mais il y a souvent des pressions internationales, notamment des conditionnalités de l'aide au développement. Par exemple, tu prends l'aide au développement, voilà, l'outil numéro 1 du néocolonialisme, et tu conditionnes l'aide au développement au fait d'avoir une législation plus favorable aux droits des LGBT, etc. L'Occident, il fait ça en mode « Ah, c'est bien, on se bat pour les homos, etc. » Et parfois, souvent, c'est sous influence d'associations LGBT occidentales qui disent « Ah non, mais t'inquiète pas, je connais des Ougandais, ils sont super d'accord avec ça, etc. » Sauf qu'en fait, ça coupe l'herbe sous le pied des militants, et en fait, il y a une espèce de truc de... Quand on y réfléchit, on a mis du temps avant de se libérer en Occident, hein, nous les homos. On a notre propre histoire. Il y a une espèce de truc de nier aussi l'agentivité des militants sur place et de penser la solidarité internationale comme une espèce juste d'assistance condescendante. Et c'est un truc de, en fait, il y a aussi des militants sur place qui connaissent les structures de leur pays et qui agissent selon les structures de leur pays. Il a donc été totalement contre-productif. Spivak résumait en 1985 le colonialisme civilisateur d'une phrase restée célèbre. Des hommes blancs sauvent des femmes de couleur, d'hommes de couleur. Nous avons maintenant aussi des hommes blancs qui sauvent des hommes de couleur, d'autres hommes de couleur. Mais ce que cherchent les sauveurs gays et hétéro-blancs, c'est avant tout un miroir qui leur renvoie une image de héros libérateurs. Le fait qu'ils aggravent le sort de ceux qu'ils disent protéger et renforcent la binarité hétéro-homo, donc au final l'hétérosexualisation du C'est un peu comme touche pas à mon pote, un peu. monde arabe ne les Sauf que là, c'est je viens toucher ton pote. intéresse pas. L'affaire du Queen Boat n'est pas un cas isolé qui appartient à une époque révolue. Certains affirment en effet que la colonisation aurait déjà rendu les identités LGBT complètement hégémoniques, qu'on le veuille ou non, et qu'il faudrait faire avec. Joseph Massad répond que de très nombreuses études d'anthropologie prouvent au contraire l'échec de l'universalisation et de la dualité hétéro-homo, et que c'est précisément cet échec qui appelle l'intervention des internationales gays et hétéros qui ont pour mission de transformer le monde en copie de l'Occident. La
Pour moi, c'est plus une complexification de la situation des pays du Sud. Dire que c'est pas que « Ah, c'est bon, l'international gay a gagné, les gens dans le Sud, maintenant, se considèrent au travers des identités LGBT ». Non, je dis pas ça. Mais je ne dis pas non plus que les gens se considèrent uniquement au prisme des identités, je sais pas, précoloniales, non coloniales, je sais pas quoi, etc. Et en fait, pour moi, ça complexifie en fait le terrain. C'est-à-dire que ça veut dire que, notamment, va y avoir probablement aussi une distinction de classe qui va s'opérer, où vont cohabiter, dans ces pays-là, des personnes qui se pensent au prisme LGBT et qui considèrent que c'est plus libérateur pour eux, que ça correspond plus, etc. et qu'ils aimeraient voir la société évoluer dans ce sens-là, libéral, individualiste, etc. Quand je dis libéral, individualiste, c'est vis-à-vis des identités, hein, là, c'est pas économiquement, c'est pas, voilà. D'autres qui aimeraient un métissage presque entre les façons de considérer tout ça, et d'autres qui sont très très contents avec ce qu'ils ont et la façon dont ils se pensent. Mais le problème, c'est que, encore une fois, ces fameux gens qui sont très très contents avec la façon dont ça se passe, etc., c'est compliqué aussi, tu vois, parce qu'ils font face aussi à l'apparition de l'homophobie. C'est-à-dire que ce truc de la façon de ne pas se considérer comme selon le dualisme homo-hétéro, c'est de plus en plus pas toi qui décides. Et en fait, il y a un truc où, à partir du moment où l'homosexualité s'est définie aussi en réaction à l'homophobie, l'exportation de l'homophobie fait de fait exister l'homosexualité déjà d'une par la répression ou par le stigmate social. Par le fait que le stigmate social devient désormais porté sur cette distinction homo-hétéro. Alors c'est pas un truc que je mets sur « Oh là là, les populations du Sud, de leur bon vouloir, se sont dit « Ah quand même, c'est tellement mieux d'être... voilà, on est... nous sommes blanchis par l'Occident, etc. » Mais de fait, l'intensification des discours autour de ça, qui est à la fois, je suis d'accord, à la fois un discours un produit de l'international gay, mais aussi un produit de l'international réactionnaire, faut pas oublier ça, va faire émerger aussi naturellement l'identité individuelle homosexuelle, puisque l'homophobie commence à émerger aussi. Donc pour toi, c'est déjà acté quoi. En fait, ça dépend ce qui est déjà acté. Mais en fait, à partir du moment où tu vois de plus en plus de pays, notamment sur le continent africain, qui, dans leur discours de libération, incluent aussi une politique sexuelle hétérosexuelle, oui, ça acte de fait dans ces pays l'émergence de l'homosexualité. Et en fait, à partir du moment où c'est le dominant qui nomme le dominé, les dominants de ces pays se mettent de plus en plus à nommer les dominés. Alors évidemment, on peut avoir une analyse tout à fait correcte du fait que c'est lié aussi au fait qu'il y a des pressions internationales et que du coup la sexualité devient politisée comme un truc de résistance et du coup il y a une montée du conservatisme sexuel comme mise en discours de la résistance face à l'Occident, etc. Ok, mais du coup de fait, ça crée l'apparition d'un phénomène homosexuel. Et c'est pour ça que je parle de ça comme une complexité supplémentaire qui s'ajoute à ça. C'est qu'en fait, c'est pas en mode « Ah, c'est bon, l'homosexualité est arrivée au Sud, tu vois, c'est bon, c'est fini, la game est finie. » Mais que les personnes qui sont concernées par le stigmate de l'homosexualité le sont de plus en plus et doivent de plus en plus répondre selon les codes de ce stigmate-là. Et qu'on peut pas non plus le nier en disant « Mais non, mais c'est bon, tranquille, ça va, c'est que un truc occidental, etc. » Oui, ok, d'accord, super, mais bon, va dire « Non, mais t'inquiète pas, je suis pas homo, c'est juste un truc occidental. » Aller voir quelqu'un dans le Sud en disant « Non, 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 tu es homo », ça va pas aussi bien marcher que lorsque l'appareil d'État te fout en prison en disant tu es homo. Parce que lorsque l'appareil d'État te fout en prison parce que t'es homo, ça marque dans ta chair aussi l'émergence de cette identité. Et donc c'est à partir de ça que tu luttes contre l'État qui marque ta chair. On donne beaucoup l'exemple du Burkina Faso. Pour la première fois de leur histoire, ils ont... C'est-à-dire que même sous la colonisation, l'homosexualité n'était pas condamnée. Et là, ils condamnent pour la première fois de leur histoire l'homosexualité. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Et en fait, tu as un truc où, pour moi, si tu actes pas du fait que la donne du discours sexuel a changé au Burkina Faso, t'es un peu impuissant à penser la libération, quoi. Chez Wissam avait la bonne réponse là-dessus. On va pas libérer l'Afrique en reprenant les paniques morales de l'Occident. Ouais, justement, j'en avais discuté avec Tona juste avant l'émission. On avait discuté assez longuement là-dessus. Et en vrai, c'est un peu la limite de ma capacité à discuter là-dessus. Je suis en mode, mais moi, mon avis in fine, c'était, à partir du moment où il y a de l'homophobie et de la répression de l'homosexualité, vont émerger du coup des homosexuels qui se battront pour leurs droits. Et la question, c'est comment le régime va négocier. Est-ce que le régime va être capable d'intégrer cette question-là sous un angle pas forcément occidental, mais sous un angle spécifiquement burkinabé, par exemple. Tu vois. Ça, c'est un truc qui est plus intéressant. Mais bien sûr, c'est clair que c'est pas une justification pour dire du coup, il faut faire un changement de régime pour sauver les gays. Non. C'est-à-dire que c'est un marqueur face au néocolonialisme qui a multiplié l'aide économique sous conditions et Alfamoso leçon sur comment ils devraient bien traiter les homos chez eux et que s'ils sont bien traités, l'Occident va se fâcher tout rouge. Il y a de ça, mais il y a aussi... faut aussi intégrer une vision de genre aussi. C'est-à-dire que le levier n'est pas tant dans la question de l'homosexualité ou du chantage à la reconnaissance de l'homosexualité, mais tient aussi davantage à l'infériorisation
au prisme du genre. C'est-à-dire que tu as aussi un truc de pour avoir un pays fort, il faut des hommes forts, et des hommes forts, c'est des hommes dominants qui baissent des femmes, tu vois. Tu sais, tu as ce truc-là, tu as tout ce discours-là, mais qui est aussi un discours en réaction à l'animalisation de l'homme africain, son infériorisation, etc. Comment dire, l'imposition de viols mutuels, etc. Entre les populations dominées, les trucs comme ça. Et en fait, pour moi, ça traverse aussi la façon dont le genre est investi, plus que la sexualité, en réalité. C'est que tu as toujours un discours de justification de la puissance et de la virilité qui va justifier les discours homophobes, hein, qui est très moderne là-dessus. Mais on n'aura pas la réponse si on se penche uniquement sur « Ah, mais après tout, l'Occident a fait du chantage à l'homosexualité. » L'Occident a fait du chantage à l'homosexualité, du chantage à l'homophilie, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la colonisation qui a dressé des lignes de genre, qui a du coup aussi, forcément, quand t'enseignes des normes de violence, ça va être le mode d'expression des personnes violentées, quoi. Par exemple, la FIFA visite en 2018 le Maroc, alors qu'il est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026, en concurrence avec les États-Unis. La délégation, qui devait uniquement visiter des installations sportives, pose des questions sur l'accueil de la communauté LGBT. Cela doit vous rappeler les polémiques qu'il y a eu sur le Qatar lors de la dernière Coupe du Monde. En effet, le Maroc criminalise les relations entre personnes du même sexe avec une loi issue de la période coloniale française. Ça, c'est ce qu'on oublie de dire. La presse marocaine dénonce alors le rôle du lobby américain, entre guillemets, et sa trouvaille, toujours entre guillemets, pour torpiller la candidature du Maroc. Cela renforce ainsi le type de discours tenu par le parti conservateur marocain, le PJD, qui déclare en 2016 que l'Europe voulait obliger tous les pays à adopter la cause des homosexuels. En Afrique de l'Est, un autre exemple, l'Ouganda promulgue en mai 2023 une loi anti-LGBT prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. Elle durcit une loi datant de 2009, elle-même inspirée des lois de l'ère coloniale. En 2009, le New York Times lui-même avait reconnu que, je cite, « l'Ouganda semblait être devenu la lointaine ligne de front où se jouent les guerres culturelles américaines, avec de part et d'autre la droite chrétienne et les militants gays américains rivalisant de soutien et de financement pour jouer le premier rôle dans le débat concernant l'homosexualité en Afrique. » Ouais, mais après, ça reste les homophobes qui ont gagné. Tu sais, t'as un truc de, ok, si l'Ouganda était une lutte de pouvoir entre impérialisme gay et impérialisme homophobe, c'est les homophobes qui ont gagné. Et ça aussi, il faut l'analyser. Je me rappelle, c'est ce qu'avait dit Ouria quand elle avait eu la polémique homophobie soft, je crois. Elle en avait reparlé un petit peu en mode voilà. Mais t'as quand même un truc de, on peut dire, ok, donc c'est l'Occident qui a proposé au peuple colonisé une hiérarchie de la société avec l'homme au-dessus, la femme en dessous, etc. C'est tous les discours aussi sur la fin des sociétés matrilinéaires, l'imposition du patriarcat dans le sud global, etc., etc. Mais t'as quand même des hommes qui ont trouvé ça bien pratique, que le conseil tribal les inclut eux et qu'ils prennent le pouvoir sur le conseil tribal lorsque c'était les femmes qui avaient le pouvoir dessus à la base. Donc tu as quand même aussi des intérêts qui ont été perçus dans cette imposition et je trouve que c'est un peu aussi les priver de leur agentivité que de les présenter uniquement comme une conséquence juste passive d'une imposition extérieure. Il y a bien aussi une intériorisation et des intérêts bien compris qui ont été perçus à ce moment-là, quoi. Oui, c'est comme la colonisation, où il y a eu des élites colonisées en ont émergé et qui ont après pris le pouvoir, etc. Et avec l'émergence d'une bourgeoisie / d'une oligarchie qui n'est pas blanche, mais qui est tout aussi complice du colonialisme, bien sûr. Suite au vote de cette loi, la Banque mondiale annonce qu'elle ne financera plus aucun projet en Ouganda. Encore un exemple, en Afrique de l'Ouest, le Parlement du Ghana vote en février 2024 une loi qui durcit encore une loi coloniale préexistante et expose à une peine de 3 ans de prison toute personne s'identifiant comme LGBT. Elle a été votée à l'unanimité malgré une campagne internationale de diplomates et d'ONG. Cette pression internationale n'est ainsi pas nouvelle. En 2011, David Cameron avait déjà menacé de couper des subventions. Sauf que le problème, c'est que maintenant que c'est fait, parce que évidemment le problème de la Banque mondiale, c'est le néocolonialisme, etc. Sauf que si tu enlèves le néocolonialisme et la Banque mondiale, va falloir des mouvements d'affirmation des droits homosexuels, parce que c'est pas en enlevant juste le néocolonialisme que tout à coup les gays seront bien insérés dans la société. C'est là où je sais que j'ai choqué des gens quand j'ai dit il faut faire le deuil de la colonisation dans la discussion avec la Pride des banlieues, mais c'est que il y a un fait accompli qui a été posé, et ce n'est pas simplement en luttant contre le néocolonialisme qu'on inversera ce fait accompli. Parce qu'il y a d'autres structures qui ont été mises en place qui peuvent devenir, et qui en fait deviennent de plus en plus indépendantes des structures économiques qui les ont amenées. Si la pression baisse, l'homophobie baissera. J'espère. Je suis prêt à parier que si la pression baisse, les mouvements militants locaux, les mouvements militants contre l'homophobie, auront plus de latitude pour agir. Ça, je suis d'accord. Mais ça restera des luttes de libération qui désormais prendront l'apanage de luttes de libération contre l'homophobie / homosexuelle. Donc l'importation de l'idée moderne d'homosexualité sera faite quoi
quoi qu'il arrive, tu vois. C'est plutôt là où je veux en venir, tu vois. Quelques jours après ce C'est un peu la même logique, on fait la lutte des classes, t'inquiète, après ça ira mieux pour les arbres. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On fait la lutte des classes, t'inquiète, pour les femmes, ce sera naturellement bien. Non, il y a un autre truc, il y a une autre structure qui, même si elle est consubstantielle à la question de la classe, peut aussi s'en émanciper stratégiquement à certains moments, quoi. Ça, c'est pas à nous de décider. Ah non, mais là, je suis d'accord. Oui, mais c'est tout ce que je dis au Rocher, hein. C'est quoi qu'il arrive, c'est les mouvements locaux qui feront leur libération, hein. Les peuples feront leur propre libération, les peuples écrivent leur propre histoire. Ça, je suis totalement d'accord. La partie de la libération qui vient du Nord, c'est la fin du néocolonialisme. C'est la fin, justement, de cette... Et le fait de laisser les peuples écrire leur propre histoire, ça, je suis totalement d'accord. On voit ainsi, à chaque fois, le même processus. Et à travers tous ces exemples, se répéter le même schéma que celui observé pour l'affaire du Queen Bolt. Dans un premier temps, l'Occident chrétien colonise et civilise des pays, en imposant binarité, hétérosexualité et homosexualité, en criminalisant de fait les pratiques entre personnes du même sexe identifiées sous le nom d'homosexualité. Dans un deuxième temps, la mission civilisatrice a changé. Le progrès n'est plus de criminaliser, mais de se poser en protecteur des pratiques désormais identifiées par l'acronyme LGBT. Le cadre reste inchangé, qu'elles soient criminalisées ou défendues, il s'agit toujours d'exporter des identités occidentales au nom du progrès et au détriment des populations du Sud. Il faut ainsi adopter le régime sexuel et le régime économique occidental sous peine de subir les foudres de la Banque mondiale. Ce progressisme impérialiste et punitif est vu à juste titre comme une ingérence coloniale par les pays colonisés. Leur gouvernement l'utilise pour légitimer leur défense de la famille hétérosexuelle occidentale avec l'aide d'organisations religieuses américaines. Dans un article collectif sur 4 pays africains, Patrick Awondo estime qu'il y a une relation étroite entre les réactions homophobes et le ressentiment à l'égard de l'impérialisme occidental. Selon lui, les militants gays qui promeuvent la notion d'identité gay internationale, fondée sur une conception universelle de la dyade homo-hétéro, peuvent en fait renforcer les réactions homophobes. Dans ce cadre, les interventions venant de l'extérieur de l'Afrique, de politiciens ou de militants qui prescrivent certaines valeurs peuvent facilement devenir contre-productives. Gianfranco Rebuccini affirme dans une étude sur les homosexualités au Maroc que, je cite, « brandir une catégorie politique comme celle de l'homosexualité comme étendard de la libération et de progrès, Non seulement crée et impose de l'extérieur un modèle unique de sexualité auquel on est censé se conformer, mais encore encore ne ne produit pas du tout les effets politiques escomptés. C'est ça, c'est pas en important la notion d'homosexualité que tu libères les homosexuels. Ce processus peut aussi être à l'œuvre dans l'Europe elle-même, dans les marges de la blanchité, par exemple l'Europe de l'Est. Le cas de la Géorgie est un bon exemple. Elle obtient en 2023 le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Bruxelles exige des progrès sur les droits des groupes vulnérables en mentionnant que l'organisation d'une Pride aurait valeur de test. Mais la Géorgie adopte en 2024 une loi sur les valeurs familiales, restreignant les droits LGBT et interdisant la propagande homosexuelle entre guillemets. Pour moi, c'est pas exactement pareil. Pour moi, le cas de la Géorgie, c'est justement un pays qui veut rentrer dans le club de l'Occident. Parce que, genre, désolé, mais on est d'accord que quand la Pologne fait des no-go zones dans l'Union européenne, moi je suis d'accord que taper au portefeuille quand la Pologne fait ses zones anti-LGBT, suspendre les solidarités entre l'Union européenne et la Pologne, etc., va renforcer le ressentiment. Typiquement, en Pologne, en gros, vous savez, en Pologne, genre, il y avait plein de villes qui s'étaient déclarées zones libres de LGBT, zones sans LGBT, etc. Et l'Union européenne avait réagi en menaçant de sanctions. Et en fait, ce que ça a fait donner, c'est qu'ils ont enlevé les stickers. Ils sont toujours homophobes, hein. Ça reste des zones ultra homophobes, anti-LGBT, mais ils ont enlevé les stickers. Et du coup, l'Europe, elle a dit, c'est bien, on a réussi, victoire. Mais c'est aussi parce que c'est une façon d'imposer par le portefeuille et par le haut. En fait, c'est une façon de tordre le bras, sauf que tu tords pas le bras aux gens. Et en fait, t'as un truc de... en fait, la Pologne a une société complexe et a une société qui est traversée par ses contradictions. Et tu sais, genre, on arrive à le faire sur l'avortement. Genre, sur l'avortement, on passe des pilules en soum-soum à la frontière. Il y a des réseaux d'entraide qui s'organisent, etc. Mais par contre, quand c'est LGBT, on peut taper au portefeuille. Ça a l'air d'être un bon prétexte, tu vois. C'est ça, ils ont dit, my job here is done. Je vais pas vérifier si ça a marché ou pas. Voilà, tant que vous avez enlevé les stickers, tout va bien. Donc oui, bien sûr. Mais ça, c'est aussi parce que c'est le mode, c'est le mode de chantage en fait qui ne fonctionne pas, quoi. Les mêmes phénomènes de sexualisation et de division Est-Ouest et de conditionnement de l'intégration européenne à l'organisation de Pride se sont produits en Ukraine et en Serbie avec des résultats catastrophiques. En fait, de fait, quand tu rentres dans l'Union européenne, tu rentres dans une union qui est censée garantir les droits LGBT. Donc,
tu sais pourquoi tu signes, tu vois. Mais là, en l'occurrence, ils ont dit, on va organiser une Pride. Tu sais, c'est vraiment le truc de pareil, mettre la charrue avant les bœufs. C'était en mode, bah, au lieu de te dire, ils rejoignent une organisation qui garantit les droits LGBT, donc ça donne un poids supplémentaire aux militants géorgiens pour faire avancer leur cause. Parce qu'en fait, de fait, c'est ça, le droit international, c'est un outil pour les militants dans les différents pays pour faire pression sur leur gouvernement, pour avoir du lobbying, du plaidoyer, etc., pour faire changer leur société progressivement. Mais du coup, le problème, c'est que du coup, ils mettent la charrue dans les bœufs et ils faites une Pride. En plus, une Pride selon selon la façon dont la Pride est arrivée dans le reste de l'Occident. C'est-à-dire qu'avant, la Pride, c'était des émeutes, des machins, ensuite ça s'est organisé progressivement, c'était mal vu, etc. Et maintenant, la Pride commerciale qu'on connaît aujourd'hui, etc. Mais du coup, ce truc-là de faites une Pride commerciale comme si c'est bon, vous aviez eu toute l'histoire que nous, on a eu avant, c'est de la même façon, etc. Donc, c'est un truc de non, c'est pas comme ça que vous allez aider les Géorgiens homosexuels à écrire leur propre histoire et à se libérer, quoi. C'est pas l'homophobie qui pose problème à l'UE avec la Géorgie, c'est une demande de preuve de non-alignement de toute la classe politique avec la Russie. Oui, c'est aussi ça. En vrai de vrai, le truc organiser une Pride, c'est parce que la Russie représente un front d'influence anti-LGBT avec les lois qui interdisent la propagande LGBT, etc. Et du coup, c'est en mode prouver que vous n'êtes pas pro-russe et que vous n'êtes pas le ver dans le fruit, donc prouver que vous êtes aligné avec nous et du coup, faites un truc que les Russes aiment pas. Nous avons vu que l'impérialisme gay concerne le sud global, mais Oui. aussi la périphérie de l'Europe. Mais l'identité gay n'est pas la seule à avoir été internationalisée. L'identité trans a aussi été utilisée par le colonialisme blanc, avec des mécanismes proches de ceux décrits par Joseph Massad. C'est ce qu'analyse un livre récent sur la transmisogynie. Donc on reçoit les traductrices bientôt avec Wissam. On a pu reprocher à Joseph Massad de ne parler que des hommes gays et d'ignorer ainsi les lesbiennes et les trans. Il a répondu que ce n'est pas lui qui ignore les lesbiennes et les personnes transgenres, mais que ce sont les campagnes de l'international gay qui se focalisent sur les hommes dont les relations paraissent plus menaçantes. Ça, c'est pas faux. C'est vrai que, mais même on l'a vu dans l'histoire dans l'histoire française, la répression de l'homosexualité ne s'est pas faite selon les mêmes procédés chez les gays et chez les lesbiennes, mais aussi parce que, comme les lesbiennes avaient déjà un rôle de femme à remplir dans la société, le patriarcat se chargeait déjà bien de la répression de leur déviance sexuelle. Tu vois, genre, t'as un truc de, si tu veux pas te marier avec un homme, tu n'existes pas économiquement. Tu ne peux pas vivre. Donc, c'est-à-dire que les mécanismes de contrôle de la sexualité des femmes étaient déjà fondus suffisamment dans le patriarcat. Et du coup, ça fait que on a moins d'incarcération pour le lesbianisme, on en a. Mais on a beaucoup moins de fichage des lesbiennes que de fichage des gays. Mais c'est aussi parce que les outils de contrôle étaient déjà présents, en fait, ailleurs dans le reste de la société, quoi. Mais ce qui fait qu'il y a un paradoxe, en fait, à l'identité lesbienne, où l'invisibilisation crée à la fois une forme de protection, mais aussi, dès que tu sors de l'invisibilité, là, pour le coup, t'es dans la sauce, tu vois. Donc, t'as vraiment ce rapport bizarre à l'invisibilisation des lesbiennes, qui peut être à la fois une protection circonstancielle, sur le moment, etc., tactiquement, on va dire, mais qui, in fine, en fait, impose quand même le placard et impose du coup l'invisibilité permanente et du coup le fait d'être renvoyé aux marges de la vie sociale. Je pensais à ça tantôt, tu parlais du gay du village, un homme qui se marie pas, c'est qu'il est gay, une femme qui se marie pas, c'est une vieille fille, pas nécessairement une lesbienne. Ouais, mais du coup, t'as pas besoin de dire c'est une lesbienne puisqu'il y a déjà le stigmate de la vieille fille, donc ça sert à rien d'inventer un autre stigmate si t'as déjà un outil de contrôle et que personne veut être une vieille fille, tu vois. Mais après, à partir du moment où la vieille fille n'est pas plus un problème, à partir du moment où du coup les féministes commencent à dire bon, on s'enfuit de vieilles filles, etc., du coup là on commence à dire vous êtes des sales lesbiennes les féministes. Et en fait, c'est là que le stigmate de la lesbienne arrive, en parallèle du mouvement féministe, où, comme le stigmate de la vieille fille ne suffit plus, dans ce cas, le stigmate de la lesbienne doit s'y rajouter. 18 ans après ce constat, la situation a changé. Nous vivons au temps de la mondialisation du mot trans, affirme Jill Peterson dès l'ouverture de son récent livre « Une brève histoire de la transmisogynie », pour une lecture anti-impérialiste de la transféminité. En effet, pour elle, le mot trans est un terme promu par le Nord global, l'histoire trans est devenue globale, mais dans son optique anti-impérialiste, ce n'est pas du tout positif. C'est au contraire une catastrophe causée par le colonialisme et le capitalisme sur les 2 derniers siècles. Dans la lignée de Michel Foucault, son livre commence par situer l'invention de la catégorie trans. Sa première naissance a eu lieu dans le milieu des activistes blancs de San Francisco des années 90. Selon elle, cette catégorie renforce alors le modèle occidental d'identité de genre érigé par la classe moyenne blanche comme marqueur de modernité. Elle naît une seconde fois dans le cadre des ONG pour des actions dans le sud global, le même type d'organisation et d'action que celle dénoncée par Joseph Massad quand il parle d'international gay. Jill Peterson élargit ensuite sa perspective pour faire de l'histoire de la transmisogynie comme outil de l'impérialisme et de la construction des États-nations du Nord global sur les 2 derniers siècles.
Son livre traite du temps long en proposant un nouveau concept, la transféminisation. C'est un processus colonial qui assigne une identité transféminine à des populations malgré elles pour les soumettre à de la violence transmisogyne. Elles sont alors dépossédées de leur mode de vie, de leur structure de parenté, de leur langage et de leurs rôles sociaux. Ça, c'est typiquement ce qu'on a avec les hijras en Inde, où leur transféminisation fait que là où un ordre religieux nomade qui vit des dons, etc., fait d'elles des SDF. Elle va le dire, ok, d'accord. C'est notamment le cas des hijras en Inde. Littéralement juste après. Les hijras sont un groupe traditionnel présenté dans tout le Tu sous-continent. vois, je trouve que l'article du BBC il est intéressant, tu vois. How Britain tried to... attends, je vais enlever ma cam. Comment la Grande-Bretagne a essayé d'effacer le troisième genre de l'Inde. Ah non, c'est pas un troisième genre, tu vois, genre, ce n'est par définition pas un troisième genre. Bref. Leur identité est avant tout religieuse, mais elles incarnent aussi un troisième genre qui échappe à la binarité homme-femme. Les hijras vivaient traditionnellement des revenus procurés par les rites de fertilité qu'elles effectuaient lors des naissances et des mariages en dansant et en chantant. Les colons britanniques les ont considérées comme des travailleuses du sexe organisées, représentant ainsi un danger pour l'État colonial. Et ça, c'est en mode, c'est des putes. Du coup, c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas contrôler leur sexualité. Et surtout, ça a été aussi par la répression des rites religieux aussi. C'est la répression des rites religieux et leur relégation aux marges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les rites religieux n'organisent plus la société, dans ce cas, celles qui structurent ce rite religieux deviennent reléguées aux marges. Et donc, tu as aussi ce truc, elles sont dans l'histoire aussi plus générale de la sécularisation, de l'organisation, bref, vous avez capté quoi. De l'imposition d'une temporalité, parce qu'il y a un aspect colonial aussi du temps. Et l'imposition d'un temps qui est celui du capitalisme va aussi transformer profondément les identités, entre guillemets, les façons de structurer la société et donc les façons de l'habiter. L'administration coloniale les a criminalisés en 1871 avec une loi qui les range sous la catégorie de eunuques. Il leur a été interdit d'hériter, de se déplacer pour travailler. Et en fait, je trouve que c'est fascinant, c'est que la catégorie de nuque, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Georges Sidéris, Jablonski, qui lui est donc un historien qui travaille sur l'Orient médiéval et notamment, il travaille sur la question des eunuques notamment. Et donc, c'est avec lui qu'on avait écrit avec Isabelle D'Artagnan la note de l'Institut de la Boétie sur la fluidité de genre de l'Antiquité à nos jours. Sidéris, il était en mode, mais parfois, je suis dans des colloques universitaires, je dis que je parle des eunuques, et j'ai en face de moi des gens qui disent mais du coup est-ce qu'ils sont trans, est-ce qu'ils sont homosexuels, est-ce que machin. Non, ce sont des eunuques. C'est une façon d'habiter la société, de rentrer dans les structures de la société qui n'est pas celle des trans, des homos, etc. Ce sont des eunuques. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu lis la Bible, à un moment, t'as Jésus qui dit ouais, il y a des eunuques qui le sont par la main de Dieu, il y a des eunuques qui le sont par la main de l'homme. Je ne suis personne pour juger, etc. À un moment, Jésus il dit en gros les eunuques, c'est pas leur faute, Dieu les aime, etc. Mais du coup, quand Jésus parle des eunuques, parle-t-il de cette catégorie d'organisation? Ou alors, si on veut faire une relecture occidentale de la Bible, puisqu'on vit dans l'Occident, est-ce qu'il parle de l'homosexualité, de la transidentité, tu vois? Donc, tu sais, t'as tout un truc où, genre, c'est la catégorie d'eunuques. En fait, ce qui est ironique là-dedans, c'est que, en qualifiant les hijras d'eunuques, ils imposent des catégories de l'Antiquité, on va dire méditerranéenne, pour la faire simple, que l'Occident après se réapproprie, mais pour dire, ah non, surtout pas, eux, c'est pas bien, etc. Mais du coup, il impose des normes de l'Antiquité méditerranéenne pour criminaliser les hijras, alors même que les eunuques étaient intégrés dans la société et que presque tu peux dire aussi par rapprochement que les hijras sont des eunuques, mais si tu ne considères pas les eunuques comme des proto-trans ou des proto... C'est genre, bref. C'est compliqué de comprendre les eunuques comme catégorie sociale en Occident de nos jours, perso j'y connais rien. Ah mais c'est un débat sans fin la question des eunuques. Encore une fois, aller lire les articles de Georges Sidéris, c'est compliqué quoi. Mais tu vois, genre c'est fascinant qu'ils viennent imposer une catégorie que eux-mêmes ne reconnaissent pas aux populations colonisées. Enfin c'est fascinant quoi, bref. Donc l'idée d'un troisième genre qui subvertit la binarité de genre, c'est aussi une lecture occidentale. Totalement. Quand les gens disent non, mais si regardez, les trans ont toujours existé, regardez les hijras, t'es en mode bah non. Les hijras prouvent que les trans n'ont pas toujours existé. Que les trans sont une construction occidentale. Que l'idée de trans, qui par définition ne s'applique pas aux hijras, puisque l'idée de trans ne correspond pas à la façon spécifique d'habiter ce qu'on peut considérer comme une féminisation par l'habit, etc. Pour officier lors de cérémonies religieuses, etc. On n'a pas ça, tu vois. C'est dur d'expliquer une catégorie qui est hors de nos modes de pensée. Bah oui. Du coup, les trans qui essaient de chercher des figures très anciennes pour dire que c'est des trans, c'est bien ou pas? Bah, c'est là que je vais dire oui et non. C'est pas bien dans le sens où ça appauvrit notre compréhension de l'histoire, mais c'est bien parce que quand t'es trans et que les médecins te font comprendre que t'es un malade mental, que les transphobes te font comprendre que les trans ça a émergé dans les années 90 pour détruire l'Occident, bah ça fait du bien de te dire que t'es pas malade mental et que ça existe des personnes qui n'incarnent pas la prescription de leur sexe de naissance.
Et donc, c'est là que c'est compliqué, en fait. Parce que c'est une simplification, mais une simplification utile pour pas devenir fou. Et même une simplification utile pour remettre en question ce que ce psychiatre te dit. Du coup, Jeanne d'Arc trans ou pas? Bah, justement, tu vois, c'est la même question, Jeanne d'Arc. Et mais après, ce qui est intéressant avec Jeanne d'Arc, justement, c'est que elle a persisté dans son habillement masculin, y compris après son premier procès, y compris lorsqu'elle était en prison, etc., etc., lorsque il ou elle était en prison. Du coup, ce qui est intéressant avec Jeanne d'Arc, c'est que tu as un exemple de travestissement, transidentité, etc., qui ne dépend pas d'un contexte. Tu as des femmes qui, le temps de la traversée de l'Atlantique, le temps d'une traversée en bateau ou le temps d'un voyage, se travestissaient en hommes, et une fois qu'elles étaient arrivées à bon port, redevenaient des femmes, entre guillemets. Donc c'est des histoires, par exemple, de travestissement circonstanciel, de travestissement stratégique, on va dire. Et ce qui est intéressant avec Jeanne d'Arc, c'est que tu pourrais dire c'est un travestissement stratégique, vu qu'elle fait la guerre, etc. Du coup, elle a besoin d'une armée, et que, en fait, quand tu fais la guerre, tu dois être un homme, etc. Mais ce qui est intéressant avec Jeanne d'Arc, c'est que même une fois que la stratégie n'était plus là, qu'elle était dans une prison pour femmes, qu'elle était condamnée pour ça, que c'était pas bien, etc., elle a continué à s'habiller en homme. Et elle a continué, du coup, à se travestir une fois que le contexte n'était plus là. C'est un indice qu'on appellerait aujourd'hui un indice de transidentité, puisque le travestissement ne dépend pas du contexte, mais semble dépendre d'une volonté autonome du contexte. Et c'est là que je vais avoir tendance à être beaucoup plus clément avec les définitions occidentales. C'est que aussi, les définitions occidentales du genre et de la sexualité ne reflètent pas forcément quelque chose de faux vis-à-vis de la vie des personnes. La question, c'est comment les Hijras redeviennent des Hijras, attachement à leur histoire et à leur culture, alors que les Britanniques ont tout détruit, les maisons, les pratiques, les places parmi les autres. Bah, en fait, c'est ça, c'est que à partir du moment où c'est détruit, comment est-ce que... Parce qu'en fait, il y a forcément un avant et un après. Moi, mon avis perso Cybercat, il y a forcément un avant et un après. On ne reviendra pas à l'étape d'avant, par définition. Parce que même si tu mènes une lutte propre à l'Inde, cette lutte transformera aussi le rapport du genre. Peut-être en réintégrant ce rapport religieux des hijras, etc. En réintégrant ça dans la façon de structurer le genre, mais jamais exactement de la même façon que ça l'était avant la colonisation. Donc en fait, il y a forcément une transformation qui est passée. Après, la question, c'est comment garantir que cette transformation soit pensée par les personnes, pour les personnes. Et c'est ça la seule question qu'on peut se poser en tant qu'occidental. C'est comment garantir qu'on ne continue pas perpétuellement de leur imposer ça, mais qu'on leur permet de revenir à un point d'équilibre qui soit leur propre, en accord avec la façon dont ils décident de négocier avec leur culture. On peut employer des simplifications pour simplifier notre discours si on veut en parler, etc., etc. Mais c'est pas à nous de porter des normes particulières sur la résolution en fait de ça, quoi. Leur mode de vie est devenu entièrement illégal. Perdant tous leurs revenus, elles ont été obligées de vivre en partie du travail du sexe. Les lois ont depuis été abrogées, mais la précarité et les violences policières sont restées. La violence transmisogyne occidentale qui a ciblé ces femmes, qui ne s'identifient pas comme trans, a détruit un mode de vie vieux de plusieurs siècles. Elles sont maintenant invitées par des ONG occidentales à comprendre qu'elles sont trans, qu'elles souffrent de dysphorie de genre et qu'elles doivent suivre un modèle de transition médicalisée à laquelle elles n'ont pas accès. Les résistances à ce modèle sont considérées comme une arriération en décalage avec la modernité telle qu'elle est présentée. Jules Gill Peterson estime qu'elles sont désormais prises en étau entre le militantisme LGBT et les nationalismes religieux. D'un côté, on leur impose une identité pour les sauver, et de l'autre, pour les criminaliser. Et ça, c'était le truc qu'on avait vu dans les voyages de Nikki, c'est que du coup, elle va voir un endroit où vivent les hijras, qui dépendent de dons, de solidarité, trans, etc. Donc elle va plutôt sur la side militantisme LGBT concernant les hijras, ou plutôt ex-hijras, enfin c'est un peu pas clair. Et en fait, c'est un exemple où, de fait, elles vivent systématiquement en fait au crochet du maintien, du militantisme, etc. Donc t'as quand même un truc où elles ne sont pas actrices de leur propre histoire aussi, quoi. Mais en même temps, c'est des SDF, quoi. Le processus qu'elle décrit en Inde s'est aussi produit chez les autochtones américains, aux Philippines et à Hawaï. Gill Peterson base son propos sur de grands groupes vivant dans les empires coloniaux. Ça, c'était Jules Falquet dans La Combinatoire Straight aussi qui en parle. Autre bouquin assez intéressant là-dessus, justement, sur la catégorisation des identités non conformes aux structures. Bref. Les attaques subies par la boxeuse Iman Khelif, la boxeuse algérienne, sont un bon exemple. Une femme du Sud global a été assignée à une identité trans, mettant en danger sa carrière sportive et l'exposant à une violente campagne transphobe. L'identité trans a bien été utilisée comme arme au service du pouvoir impérial blanc. Et ça continue, hein. J'ai revu passer un tweet, parce que je crois qu'elle a fait une pub de cosmétiques, un truc comme ça, qui disait « Regardez cet homme qui a une mâchoire, etc. » Ils lâchent pas leur cote, hein. Bref. Même ce qu'a subi la coureuse sud-africaine Caster Semenya. Caster Semenya, ce qui est débat, c'est qu'elle est lesbienne aussi. Il y avait à la fois son statut intersexe, mais aussi son lesbianisme qui était ciblé en même temps, quoi. Nous avons vu avec Michel Foucault que la sexualité et ses catégories sont des inventions modernes. Nous avons ensuite vu, avec Joseph Massad et Jules
Jill Peterson, qu'elles ne sont pas universelles et les effets que produit leur globalisation. Moi, je pense aussi qu'en Occident, il faut se libérer de cette vision libérale des identités. Moi, je suis totalement d'accord. Parce que c'est aussi quelque chose qui nous enferme et qui nous domestique, quoi. Mais en même temps, le problème, c'est qu'en attendant, la lingua franca, le langage qu'on a, ça reste celui du libéralisme. Donc, c'est un truc de tu vas pas décréter ça d'un claquement de doigts, quoi. Revenons en 2012. Un mois après la sortie du livre des éditions La Fabrique dont nous avons parlé, Ouria Boutelja a participé à un numéro de l'émission Ce soir ou jamais, consacré au mariage gay. Elle dit entre autres qu'elle ne croit pas à l'universalité de l'identité politique homosexuelle. Elle dénonce aussi l'injonction au coming out en précisant bien qu'elle n'est pas du tout en train de dire que ceux qui ont des revendications ont tort de le faire, mais bien qu'en France, il y a plusieurs sociétés et qu'on ne vit pas dans les mêmes espaces-temps. Le scandale éclate en février 2013 Est-ce que c'est le plateau avec Guénolé ou est-ce que c'est un autre? avec un article de Street Press Oui, c'est celui-là, repris ok. dans Rue 89 sous le titre « Les indigènes de la République contre l'homosexualité imposée ». C'est une attaque en règle contre le livre des éditions La Fabrique et contre Ouria Boutelja. Le journaliste cite un administrateur du refuge qui affirme qu'à partir du moment où on couche régulièrement avec une personne du même sexe, on est homo, bi ou trans. Et la responsable du pôle LGBT du parti de gauche, qui dit que le mariage pour tous est une bataille universelle. Ces deux Aïe, 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 le PG. Tous ces débats, les jeunes Algériens aussi veulent les avoir. C'est une bataille universelle. Il n'y a qu'à voir le nombre de jeunes issus du Maghreb qui suivent avec attention nos débats. C'est une soupape, un air frais. On revient à la complexité que je décrivais tout à l'heure. C'est que moi, ça m'étonne pas qu'il y a plein de jeunes issus du Maghreb qui suivent avec attention nos débats. Mais c'est peut-être aussi parce que, tout comme Ouria le répète perpétuellement, ils sont en négociation avec leur propre blanchiment. deux témoignages, censés être à charge, illustrent bien l'impérialisme gay. Assignation obligatoire aux identités LGBT qui sont considérées comme universelles. Le 12 février, Ouria Boutelja publie sur le site du Parti des indigènes de la République un très long article titré « Universalisme gay, homoracialisme et mariage pour tous » que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le site d'Ouria Boutelja. Elle y expose la position décoloniale du Parti des indigènes. Celle qui, je cite, ne considère pas les homosexuels comme des bébés phoques, comme une espèce à protéger ou à honnir, mais comme des sujets sociaux. Une position qui élabore une formule politique dénuée d'un rapport pathologique ou paternaliste avec l'homosexualité, mais qui refuse tout alignement sur l'agenda blanc. On est ici loin de toute forme d'homophobie, on est même aux antipodes. En revanche, cette posture se distingue du mouvement gay occidental en ce sens qu'elle lui nie ses prétentions à l'universalisme, tout comme elle réfute le postulat d'une identité politique gay et lesbienne transnationale. Fin de citation. Nouvelle citation. On sait que les injonctions faites par le monde blanc et la violence tant symbolique que politique qui les accompagnent produisent de l'homophobie. La promotion de l'homosexualité comme identité politique produit des dégâts tant sur le vécu des homosexuels, dont la vie peut être mise en danger, que sur les rapports sociaux, surtout quand la protection due aux minorités sexuelles devient une exigence politique et éthique internationale, à l'aune de laquelle se mesure la maturité civilisationnelle des nations néocolonisées. Et moi, c'est vraiment sur cet aspect-là que je suis d'accord, c'est qu'à partir du moment où c'est l'échelle de valeur de la maturité civilisationnelle des nations néocolonisées, etc., à partir du moment où c'est l'échelle de valeur qui est basée là-dessus. Mais sans cette échelle de valeur, ça peut créer aussi des espaces de contradiction, ça peut aussi créer des espaces de survie momentanée, individuelle, etc. En fait, il y a un truc aussi où il y a aussi une utilisation, un recours à l'identité LGBT qui a un recours de survie pour certaines populations du Sud, pour certaines personnes du Sud. Et c'est là que je trouve que forcément, le discours est beaucoup porté sur les dégâts que ça cause, mais ça crée aussi, à partir du moment où c'est là, ça crée aussi des espaces de stratégie. Tu fais avec ce que t'as, quoi. Spivak parle d'identification stratégique dans une perspective décoloniale pragmatique. C'est ça. On est aussi dans l'identification stratégique dans beaucoup de cas, tu vois. En Parce sauvage, qu'en vrai, une fois que t'as regardé tous les trucs Instagram, etc., pour savoir si t'es gay, etc., que t'es bien, que t'es dans ta vie, que t'es avec ton mec, etc., bah au quotidien, t'es homosexuel quand on te traite de dans la rue, mais à part ça, bah t'es bien avec ton mec, tu vois. Pareil quand t'es lesbienne. Tu sais, t'as un truc de même en Occident, même en France, le fait d'investir l'identité LGBT, c'est un moment qui est en vrai, c'est un moment qui est momentané dans ta vie, dans la vie de la plupart des personnes LGBT que je connais, tu vois. Le reste,
tu vis ta vie, quoi. À part des gens qui vraiment ont une vision, des personnes qui ont une vision séparatiste, par exemple, vraiment radicalement homosexuelle, anti-hétéro, etc., qui veulent avoir que des potes queer, etc., etc. Ça existe, hein, t'as des choix de vie séparatistes, etc., dans ce sens-là. Ou alors même simplement des espaces dans lesquels t'es mieux, des espaces de fête, des espaces de... Ok. Mais la vérité, c'est qu'il y a un déjà là en Occident où l'identité LGBT est une identité stratégique et momentanée. Et en fait, pour moi, c'est aussi un petit peu ça le truc de... Comment dire ? Le truc que je vois qui frotte souvent et qui frotte beaucoup, j'ai l'impression, dans les débats qu'on a eus récemment, c'est que en l'absence de cette identité stratégique, qu'est-ce qu'on en fait ? Genre, t'as un peu ce truc-là de ça reste le meilleur, en tout cas en Occident, ça reste le meilleur outil qu'on a, puisque c'est le seul langage qu'on a. On n'a pas d'autre langage que celui de la modernité occidentale. Et donc, tu sais, t'as un truc de en attendant l'ailleurs, qui ne viendra pas de nous, en fait. Enfin, désolé. Enfin, à partir du moment où tu vois, t'as une vision structurelle, tu sais que l'ailleurs ne viendra pas de simplement est-ce qu'on libère les gays. Ça reste le point par défaut dans lequel on se réfugie, quoi. À l'international gay, les sociétés du Sud répondent par une sécrétion de haine contre Après, les sur les sociétés du Sud, oui. homosexuels sexuels, là où elle n'existait pas, ou par un regain d'homophobie, là où elle existait déjà. Et plus généralement, à toutes les formes d'ingérence commises par l'Occident et qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Elle répond. Mais tout comme l'investissement de la non-identité LGBT peut aussi être stratégique. Les discrets, on vous connaît, ça va. La lutte contre l'impérialisme gay et l'homoracialisme contient en elle-même à la fois une lutte contre l'homophobie et une lutte contre le racisme et l'intégration aux normes blanches de la démocratie sexuelle, entre guillemets. Il se produit donc bien que derrière la critique virulente de l'international gay, il y ait une réelle préoccupation pour la protection et l'intégrité de pratiques sexuelles menacées par un ordre occidentalo-centré. Le 10 mars 2012, le blogueur et homosexuel Majid Benchir publie un long texte adressé à Ouria Boutelja sur le site de Didier Lestrade, fondateur d'ACT UP. Elle lui répond dans une lettre publiée sur le même site. Elle lui écrit les phrases suivantes. Nous sommes doublement dominés en France. Toi en tant que sujet colonial et homo, et moi en tant que sujet colonial et femme. Ce qui nous lie, ce n'est pas tant notre expérience de cumulard, les blancs peuvent parfaitement bien cumuler les oppressions, mais plutôt l'expérience de la domination à l'intérieur d'un corps social. L'indigénat, lui-même dominé socialement et racialement. Cela multiplie les contraintes qui pèsent sur nous en termes d'autonomie et de libre choix. En vérité, toi et moi occupons la même place et faisons des choix individuels qui vont peu ou prou dans le même sens. Protéger la dignité indigène et nous frayer un chemin tortueux pour que respire notre individualité opprimée par la solidarité objective qui nous lie à nos familles et à nos communautés. En juillet 2016, après la fusillade homophobe d'Orlando, un journaliste attaque Ouria Boutelja en citant ses propos sur l'ensauvagement des indigènes par l'impérialisme. Elle lui répond qu'elle assume ses propos et que non seulement l'international gay produit de l'homophobie, mais aussi que le féminisme impérialiste produit de la misogynie et le sionisme produit de la haine des juifs, de l'antisémitisme. Elle lui reproche ensuite de voir dans ses réactions une forme de résistance. Elle lui répond « Je vous le redis sans sourciller, oui, je persiste et signe, car les réactions hostiles à l'homosexualité revendiquée sous sa forme LGBT chez les post-colonisés sont autant des formes d'intégration que des formes de résistance. Intégration dans l'histoire de l'homophobie européenne et résistance à des normes qui paraissent exogènes et imposées de manière autoritaire à des sociétés qui ne supportent plus l'ingérence blanche. » Attends, on parle du Nord ou du Sud, là ? Oui, là, on parle du Sud, on est d'accord, là, on parle pas du Nord. Nord et Sud. Ah, bah c'est là que je suis pas d'accord. C'est bizarre, ils sont homophobes pour être comme les Blancs et ils sont homophobes pour pas être comme les Blancs. Bah oui. Encore une fois, désolé, ils sont aussi homosexuels parce qu'ils sont frappés du stigmate de l'homosexualité, tu vois. Genre, il y a aussi, comment dire, l'investissement de l'identité LGBT n'est pas que une réaction. C'est aussi une intégration, en fait, que c'est le discours ambiant autour de toi, tu vois. C'est aussi la trace du blanchiment, mais enfin, bah désolé, t'es comme t'es, quoi. Après, il y a toujours des poches de Sud dans le Nord, mais ça reste le Nord. Bah oui, c'est ça. C'est que... Et encore une fois, ça dépend des générations, ça dépend des espaces dans lesquels t'es, ça dépend, etc., etc. En septembre 2018, Louisa Yousfi publie sur le site du Pire un texte intitulé « Marcher sur un fil et ne jamais tomber », qui propose une stratégie pour un féminisme décolonial. Elle aborde les difficultés d'échapper aux instrumentalisations, un sujet d'actualité qui concerne toutes les luttes des minorités à l'intérieur de la minorité. Elle écrit « Tout se passe comme s'il suffisait que nous ayons seulement la volonté consciente de ne pas être instrumentalisés pour ne pas être effectivement instrumentalisés et que nous professions avant chaque déclaration féministe de ne pas vouloir faire converger les intérêts de notre lutte avec ceux du racisme systémique pour ne pas les voir objectivement converger comme des aimants. Bien sûr, une telle naïveté ne nous est pas permise. Et tout se passe comme si les personnes qui sont peut-être dans cette naïveté que vous décrivez
étaient de fait vos ennemis congénitaux. Il y a aussi une tendance à tracer assez vite le terrain ami-ennemi vis-à-vis de personnes qui, théoriquement, ont un discours très proche du vôtre. D'autres textes et d'autres polémiques ont suivi, que nous ne traiterons pas ici. Nous avons présenté les points essentiels à la compréhension des positions d'Horia Boutelja et de Parole d'Honneur sur la politisation des sexualités non blanches. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la bibliographie en commentaire, elle vous permettra d'accéder à beaucoup d'autres ressources. Pour finir, un autre extrait de la lettre d'Horia Boutelja à Majid Benchir. Le propos du texte qui suscite cette discussion n'est pas vraiment l'homosexualité, ni même les identités. Ça n'est pas vraiment non plus l'impérialisme gay ou l'homoracialisme. Tout ça, c'est un arrière-plan. Ce texte est avant tout une proposition stratégique. Tu le sais, nous vivons un moment critique de l'histoire de l'Occident. Une grave crise économique, le déclin de l'hégémonie blanche, une islamophobie galopante et la poursuite des guerres impérialistes. Face à ces défis, ma démarche n'a pas d'autre ambition que de tenter d'expliciter les conditions d'une alliance ou d'une coalition émancipatrice. En fait, moi, ce que j'apporterais aussi comme nuance, c'est aussi qu'on observe aujourd'hui en Occident une recomposition de la place des LGBT, au sens de l'identité LGBT, au sens du stigmate, voilà. Enfin, typiquement, hein, l'international transphobe est à la pointe, justement, du retour du réactionnariat international. Et du coup, de fait, il faut aussi prendre en compte l'évolution de ce que veut dire être LGBT dans un monde qui utilise de plus en plus les normes de genre, de virilité, de domination sexuelle, etc., comme un outil de coercition et de domination. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, que l'Occident a intégré les identités LGBT en intégrant leur capacité, leur potentialité révolutionnaire subversive plus que révolutionnaire en réalité. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi à une période où ces identités de fait redeviennent subversives par la répression qui revient? Et en fait, et donc ce qui fait que l'analyse de la Pride des banlieues de 2019, pour revenir sur l'origine du débat, ne peut pas être la même que celle de la Pride des banlieues de 2025, puisque entre-temps, la place qu'occupent les LGBT en Occident dans la supériorité occidentale a aussi, elle, énormément évolué, tu vois. Par exemple, il y a des Muslims for Trump sur ces bases-là aux USA. Ouais, par exemple, tu vois. Mais après, tu vois, encore une fois, les Muslims for Trump, les trucs comme ça, c'est des alliances stratégiques. Mais t'as un truc de faut garder le thé bien accroché à LGBT. Ah non, mais là, je suis totalement d'accord. Mais c'est même LGBT, tu sais, genre, je sais qu'il y a d'autres gens qui ont pensé des trucs comme ça. Enfin, t'as d'autres façons de penser à la conformité. T'as alors encore plus libéral, les mogailles. Marginalized orientation, gender and intersex, parce qu'ils ne savaient pas où les mettre les intersexes. Entre-temps, il y a l'accélération du génocide en Palestine. Oui, mais tout à l'heure, je parlais des Queer for Palestine, etc. La solidarité internationale que mettent en place les queers, etc., les trucs Queer for Palestine, modifie aussi la place des LGBT dans l'impérialisme occidental, parce que c'est le moment, en fait, où, ce que j'expliquais tout à l'heure, le moment où le discours de propagande israélienne s'infléchit, et qu'au lieu de dire « les Palestiniens seraient méchants avec toi », c'est « va en Palestine te faire crever par des sales arabes ». Et que du coup, ça devient tout de suite un fantasme de te voir mourir plutôt qu'une prétention à essayer de te sauver. Et donc cette inflexion du discours, elle est aussi très importante en ce moment parce qu'on reste dans un contexte où on est des marges qui sont tracées par l'intégration ou l'exclusion au centre. Tu vois. À partir du moment où tu es intégré au centre, tu fais partie du centre. Sauf qu'en fait, on observe une remarginalisation progressive, notamment du militantisme LGBT. Il n'y a qu'à voir la Pride de Paris, il n'y a qu'à voir tous les drapeaux palestiniens à la Pride des banlieues, il n'y a qu'à voir les trucs Queer for Palestine, etc. Il n'y a qu'à voir la façon dont, dans la communauté LGBT, donc par aussi la communauté LGBT, beaucoup de personnes se sont politisées en faveur de la Palestine aussi. Je pense qu'il y a une nuance à ajouter au discours. On n'est plus vraiment à la période de la croisière en Égypte. Tu vois. Aussi passer à une nouvelle étape de l'histoire occidentale vis-à-vis des marges et des dissidences sexuelles qu'il faut aussi intégrer à l'analyse. Et moi, c'était un petit peu ma frustration avec d'où est parti le discours, le débat sur la Pride des banlieues. C'est-à-dire un article qui décrit la Pride de 2019. Non, pas de 2021, et qui gagnerait, on va dire, à être actualisé à l'aune des évolutions assez rapides quand même qui sont passées. En gros, il n'a pas mis à jour ses datas depuis 2020. Un peu. Je reviens en fait à ce que je disais au début, c'est qu'en fait, il y a un truc de je suis d'accord avec la vidéo, très bonne vulgarisation de tous ces enjeux, mais du coup, so what? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Est-ce que les sont révolutionnaires? Quelle est la révolution? Qu'est-ce qu'on fait de la sexualité? Comment est-ce qu'on se positionne quand on a ce paradoxe bizarre en Occident où on est arrivé, mais en même temps, on nous nie encore l'accès à la ligne d'arrivée, et en même temps, une bonne partie d'entre nous remettent en question la ligne d'arrivée. Qu'en est-il d'abolir le genre? Tu vois, l'abolition du genre, c'est aussi... qu'est-ce que ça veut dire? L'abolition du genre, c'est l'abolition du patriarcat, mais du coup, c'est
Pour moi, il y a une abolition du patriarcat qui est compatible avec le capitalisme et même avec l'impérialisme. Les réponses sont pas évidentes. Bah oui. Et aussi, mais il y a un grand truc avec lequel le mouvement gay ne s'est jamais réconcilié. Et là, quand je dis mouvement gay, c'est aussi parce que je fais appel à des Hoken Games, des trucs comme ça, etc. C'est que l'homosexualité n'est pas révolutionnaire et que tu as des homosexuels qui ne veulent pas de la révolution queer. Et ça aussi, c'est un truc avec lequel il y a même des homosexuels qui veulent le fascisme. Donc tu sais, tu as un truc aussi où, bah, dans ce cas, que veut dire l'homosexualité à partir du moment où elle n'est pas révolutionnaire? Ça, c'est le truc de, ça, c'était le gros trouble historique de Guy Hockenheim, par exemple. Dès que là, c'est beaucoup plus simple, on en voit dans les champs les gens qui portent des mocassins. Mais en vrai de vrai, oui, je suis à peu près d'accord avec toute la vidéo, mais à ceci près que je ne peux qu'être d'accord avec la vidéo, puisque la vidéo pose les bases sur lesquelles on discute depuis le début, mais en fait pose le début du débat à partir duquel on est, et du débat auquel bah, nous n'avons pas les réponses, et nous n'aurons pas les réponses demain, et vous inquiétez pas. Après, le but de la vidéo de base, c'est aussi répondre aux critiques du fond, donc à ce niveau, oui, mais je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas trop parlé de la Pride des banlieues aussi, tu vois, c'est qu'en vrai de vrai, bah, le débat reste encore ouvert, tu vois, et en vrai, c'est plus facile, c'est plus pratique, on va dire, de faire une vidéo où tu dis bon déjà de quoi on parle, et c'est plus le rôle de PDH IMO que de dire voilà ce qui doit en être, quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.